Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux présents aujourd'hui pour cette conférence. J'ai regardé la liste des inscrits. Je suis très heureux d'avoir vu autant d'enseignants, autant d'animateurs, autant d'élèves enseignants qui se sont inscrits aujourd'hui, qui restent intéressés et passionnés par le travail du cheval, par notre milieu. Donc, merci à vous d'être là. Merci aux trois intervenants. Je laisserai à Fanny, la présidente de la commission éthique et qualité de vie de notre Creux, le soin de présenter chaque intervenant. Je vous souhaite de passer une très agréable conférence et je veux juste faire un petit rappel sanitaire. Le port du masque est obligatoire tout au long de la conférence. Donc, si vous pouviez le garder sur vous tout le temps, qu'on ne soit pas obligé de revenir là-dessus. Merci beaucoup et profitez bien. Bonne journée. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Fanny Sablot. Je suis pour le Creux la présidente de la commission éthique et qualité de vie. Sinon, professionnellement, je suis cavalière et entraîneur de dressage. Et donc, aujourd'hui, je tiens le rôle de modératrice pour cette série de conférences et pour le débat qui va suivre. Alors, je voulais juste vous dire un mot sur le déroulement de cet après-midi. On dispose de la salle jusqu'à 16 heures. Pendant 1 heure, 3 conférences vont s'enchaîner de 20-25 minutes environ à chaque fois. Alain Franqueville prendra la parole en premier, puis le docteur Olivier Geffroy, qui est à ma droite, et enfin Philippe Carle. Ensuite, vous pourrez poser vos questions. Alors, les 3 intervenants, contrairement à ce qu'a dit Tony, je ne vais pas les présenter, je vais leur laisser le soin de le faire eux-mêmes, ils feront ça beaucoup mieux que moi. Ensuite, après les conférences, vous pourrez poser vos questions pendant environ 45 minutes. Pendant les conférences, s'il y a des questions qui vous viennent, on va vous distribuer des papiers. S'il y a des questions qui vous viennent, posez-les par écrit et on va passer, après chaque présentation, les récupérer. Après, évidemment, vous pourrez poser, et on commencera d'ailleurs par ces questions écrites. On commencera le débat par ces questions écrites. Et par contre, évidemment, vous pourrez après poser vos questions oralement jusqu'à 16 heures. Alors, je voulais juste vous dire, le but de cette table ronde, et grâce au point de vue différent des intervenants, c'est de vous donner matière à réflexion pour votre travail quotidien avec vos chevaux, quelle que soit la discipline que vous pratiquez. Les chevaux de dressage sont évidemment concernés, mais pas que. Les autres chevaux au travail aussi. Donc, les chevaux d'obstacle, de voltige, d'attelage, d'endurance, etc. sont concernés aussi. Et également les chevaux de club. Donc, surtout, ceux qui parmi vous ne sont pas spécialement des cavaliers de dressage, surtout ne vous inhibez pas à poser des questions. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions pour le déroulement de cet après-midi? C'est tout bon? Alors, on va pas perdre de temps, donc. Et Alain Franqueville, je vous laisse commencer. Parfait. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alain Franqueville. J'étais au Cadre Noir assez longtemps. J'étais entraîneur national. Je suis juge. Donc, je vais vous parler de premier point. Alors, bien sûr, moi, je vais être plutôt centré sur le dressage ou surtout le travail sur le plat, avec tout un tas d'exercices. Mais je vais quand même, avant de rentrer dans cette partie un peu technique, je vais quand même rappeler un peu d'où on vient. Je pense que c'est important par rapport au thème qui a été choisi. Donc, moi, je vais vous parler de l'évolution des techniques de dressage, des règles et des enjeux. Alors, l'évolution des techniques, c'est une lente évolution au fil des siècles. Et on va commencer par ça. Après, on verra le projet olympique qui a donné
naissance à ces compétitions, les techniques actuelles avec les dérives et le cadrage qui a été fait et les enjeux actuels. Alors l'origine des techniques, c'est quoi? C'est la préparation du cheval pour le combat. On vérifie ça lors de tournois, lors des joutes, des carousels. Ce sont des techniques qui sont centrées sur la maîtrise des déplacements. On va voir dans quelques instants la posture, les équipements de ces cavaliers-là. Mais cette évaluation qui a été faite pour la finalité martiale, elle va évoluer avec les usages plus savants qui vont être développés avec les carousels. Et donc va apparaître une forme nouvelle qui va être un peu à l'origine de l'équitation qu'on pratique nous à travers les clubs et à travers les compétitions, la notion de carrousel, mais aussi donc de spectacle de cours qui va devenir autre chose. C'était quoi au début? Tout bêtement, des tournois, des choses qui demandaient peu de maniabilité, mais quand même du contrôle du cheval. Il fallait bien arrêter et tourner. Et au combat, il fallait la maîtrise du déplacement du cheval. Pour ça, il y a eu des procédés particuliers qui ont été inventés, sont venus en Italie, ils ont été apportés en France, avec ce travail autour du pilier. On voyait partout, ça c'est dans la campagne hollandaise, on en avait un peu partout, y compris dans les académies en France, pour assouplir le cheval et le mettre dans cet équilibre qui était facile et nécessaire pour le combat, qui était un équilibre sur les hanches. Ça va donner quoi? Ça va donner justement cette maîtrise du cheval qu'on va avoir nous. L'école française a été importante. Là, c'est Pluvinel qui donne une leçon au roi Louis XIII. On est au Louvre. On a le cheval qui est dans ce qui est un terre-à-terre. Il est d'une sorte de pesade. C'est exactement cette légèreté d'épaule qu'on voudrait avoir dans le combat. Alors le carrousel va être une forme de compétition publique, c'est une forme adoucie des tournois, nous dit Voltaire. C'est le lieu du paraître avec ses normes aristocratiques. Ça, c'est le début des compétitions qui ne se faisaient qu'avec des gens qui montaient d'une manière savante. La gymnastique du cheval va viser la maniabilité, la maîtrise de la locomotion et permettre un art qui est centré sur quoi? Sur la maîtrise des déplacements et de l'équilibre. Et on verra ça dans des carousels qui vont prendre des formes assez exceptionnelles. On a des tableaux qui représentent ces carousels. Et bien sûr, il y a le grand carrousel de 1662 où Louis XIV monte au Louvre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous montre avec un livre très, très important de Charles Perrault qui fait une description très détaillée, très illustrée, qui permet de voir quels sont les équipements, les mouvements, les techniques de l'époque. Ça nous rappelle nos origines qui vont évoluer parce que sous Louis XV, on va avoir un écuyer qui est célèbre, c'est la Guérinière, qui va faire codifier la gymnastique avec tout un tas d'exercices qui sont le lien entre ce qui se faisait en Italie et ce qui va se faire plus tard chez nous. Donc il introduit ces mouvements-là et on le connaît bien sûr pour sa fameuse leçon de l'épaule en dedans, mais également les pirouettes et les sauts d'école qui n'étaient pas destinés à la guerre, mais qui étaient destinés justement à parfaire la maîtrise de l'équilibre. Alors l'autre école qui va apparaître après le Louvre, c'est le Louvre et les Tuileries qui a été essentiel. On va avoir Versailles et la Grande Écurie. Cette Grande Écurie qui est en face du château et qui avait un lieu particulier. Et dans ce tableau-là, qui est la cour de la Grande Écurie, on voit justement ce travail. Il y a le pilier unique, il y a les doubles piliers, il y a des lisses pour apprendre à attaquer, à faire ce qu'on appelait les passades, marcher droit, piqué sur une tête ou un anneau, donc à travailler cette maniabilité. Là, on est dans la cour de la Grande Écurie. Le bâtiment qui est au centre, c'est le manège qui est aujourd'hui utilisé pour faire des redevenus à vocation équestre et on y fait des spectacles. Alors, notre histoire continue. À la fin de Versailles, on aura un écuyer important qui s'appelle Aubert et qui va travailler et finaliser tout ce qui se faisait de mieux dans l'équitation académique, avec le travail notamment des doubles piliers, et il présente de manière extrêmement élaborée ce travail et cette gymnastique. Ce type de travail, il a continué à l'étranger. Chez nous, il a été relativement stoppé par l'apparition d'un nouveau style différent et notamment l'influence de François Bauchet qui va travailler dans un équilibre qui n'est plus classique. À l'époque, c'était un révolutionnaire. Mais ce qu'on voulait,
C'était ces sauts d'école et le travail de légèreté, on disait allégérir les épaules pour avoir un équilibre très particulier. On ne va pas jusque-là aujourd'hui dans la compétition, sauf dans les pirouettes, mais on voulait que les chevaux avancent et se déplacent comme ça parce que les chevaux étaient conduits par la seule main gauche, la main de bride, et il fallait une grande maniabilité. La main droite servait à tenir l'arme et à se battre. Donc il fallait un cheval extrêmement maniable. En 1814, en fin 1814, on crée une école de cavalerie, ça s'appelle l'école d'instruction des troupes à cheval, avec une particularité, c'était la volonté de Napoléon, c'était d'améliorer la formation de ses généraux et de ses cavaliers, et donc il a demandé qu'on mette un manège académique. Et ce manège académique avait l'uniforme qu'on avait à l'époque de Napoléon, et il a été dirigé par Monsieur Cordier assez longtemps. Il a été dirigé dans cette structure. Après, il y a eu une révolte, donc on a fermé l'école pendant 1 an, puis elle a été rouverte, et ensuite elle a changé de nom, c'est devenu l'école de cavalerie. Mais en tout cas, dans ses débuts, dès 1815, il y avait des écuyers civils qui étaient là pour améliorer l'équitation militaire. Donc on faisait appel aux civils, ils étaient 2-3 au début, puis ils ont été assez vite 8, et un peu plus tard, après la fermeture, on revient, ils sont 9 et 10, et on montera des effectifs plus hauts plus tard. Donc ça, c'est l'origine de notre enseignement, c'est vraiment une raison d'être, une école pour enseigner, former les cavaliers. Alors on a une révolution romantique à ce moment-là qui conduit à de nouvelles techniques de dressage par refus de l'académiste. Les gens en avaient un peu assez de cette équitation à l'ancienne, on tenait les rênes dans la main gauche et il fallait faire autre chose. Il y avait une nouveauté qui était, on appelle ça la période de romantisme, où on a un goût pour l'anglomanie, c'est-à-dire cette équitation d'extérieur. Et puis il y a Baucher qui va arriver avec ses spectacles. L'anglomanie, elle est poussée par qui? Par le comte d'Or, qui était écuyer à Versailles et qui aidait beaucoup l'équitation d'extérieur, mais qui était quand même un écuyer de haute école et qui faisait l'équitation classique. On ne le connaît pas sous cet angle aussi, mais il était vraiment très important et il a écrit des ouvrages très intéressants, pas ceux destinés à la troupe, mais ceux où il parle d'équitation supérieure. Et son opposant, qui va créer un autre courant, c'est Baucher, qui va révolutionner par des nouveaux principes, et lui va se montrer au cirque. Donc déjà, il a un lieu de compétition, il a du public, du spectacle. Aujourd'hui, on fait nos compétitions devant du public, nombreux, dans les Coupes du Monde. À l'époque, lui, il avait le cirque, il présentait son cheval, faisant des mouvements de haute école. Il n'y avait pas de règlement, il faisait tout ce qu'il pouvait pour être meilleur que la concurrence. Donc ce Baucher, il part sur de nouveaux principes et puis il va créer un certain nombre de choses. Ces principes, c'est décomposer la force et le mouvement. Ça va être aussi des procédés spéciaux avec les flexions. Il met la tête en haut, il met la tête en bas, il enferme les chevaux. Bon, c'était sa méthode très complexe, très complète et lui très brillant. Alors, il a eu des successeurs en France. Il y a eu Rab, Phillis, Bedan. Eux étaient dans l'école baucheriste. Tout ça, ça a fait des querelles. Et je vous dis pas le nombre de querelles qu'il y a pu y avoir et qu'à lire la presse, même les grands romanciers comme Flaubert en parlent. Donc ça veut dire que c'était très important à l'époque. Et on va avoir quelqu'un qui va faire finalement finaliser un peu tous ces combats et arriver à sortir de cette dualité entre dorisme et bauchérisme. C'est le général Lott qui va définir des principes, mais il va pas choisir de méthode. Il va essayer de trouver chez les uns et les autres ce qu'il y a de bien et rester, lui, plus ferme sur les principes qu'on connaît et qu'on utilise toujours. Donc la gymnastique, puisque c'est de ça dont on doit parler, elle évolue. Et elle s'appuie sur des maîtres aussi marquants que Laguérinière, avec son épaule en dedans, Aubert, avec son travail dans les piliers, avec Dore, l'équitation d'extérieur, mais aussi la gymnastique, Baucher, Pilote, et plus tard, de Carpentry. Cette gymnastique du cheval repose sur des principes et des techniques équestres qui évoluent au gré des méthodes, parfois contradictoires, entre le Comte d'Or et Baucher. C'est assez contradictoire. Et c'est donc difficile de s'y retrouver. C'est tout de même Lott qui fixera donc les principes définitifs et de Carpentry qui facilitera leur mise en œuvre dans le cadre des compétitions, puisqu'il est à l'origine de nos compétitions internationales. Donc maintenant, on en arrive justement à cette période, le projet olympique et la naissance des compétitions. On est passé d'un art de cours, d'une période de combat, après un art de cours, avec les carousels, et on va vers quelque chose, après cette révolte et révolution du romantisme, l'équitation d'extérieur, ébauchée avec son équilibre moins assis, moins sur les hanches, à quelque chose qui va bouleverser l'utilisation du cheval. C'est le projet olympique et la naissance des compétitions, et donc des règles.
Alors le projet olympique, il se présente comment? En fait, c'est au moment où Caprilli a imposé la nouvelle monte à l'avant à l'obstacle que la FEI va être créée. C'est-à-dire qu'on a un projet olympique, on va le voir après, là, ça a commencé un tout petit peu plus tôt, avant, et on a voulu mettre en place des fédérations pour pouvoir constituer une fédération équestre internationale. Donc ça s'est fait un petit peu à l'envers, parce qu'il y a eu des Jeux olympiques, on se dit il faut bien construire des fédérations. Voilà. Et donc c'est ça qui est important de voir, et ce qui est sûr, c'est que l'observation des films des débuts, donc les cavaliers qui ont fait les premières Olympiades, on a quelques films, c'est assez étonnant et quand on se dit qu'on a fait quand même beaucoup de progrès. Mais on verra avec peut-être des dérives qu'on signalera tout à l'heure. Alors, les Jeux Olympiques, les premiers JO, 1896, il n'y a pas eu de participants, mais il y avait un règlement qui tenait en une page. C'était en gros une équitation toute simple, mais il n'y a pas eu de participants. Donc, il faut attendre les Jeux suivants. Mais en 1912, en 1924 et même en 1900, on avait des compétitions équestres. L'obstacle pour Paris, et à Stockholm, Anvers, et Paris après, et Amsterdam, il y avait du dressage. Tout ça, c'était avant qu'il y ait vraiment un règlement. Donc on n'imagine pas ça, mais il faut savoir qu'il y a quand même eu des compétitions internationales sans règlement et sans fédération. Mais il y avait un petit règlement qui était fait, et donc il s'est rendu compte qu'il fallait absolument créer et des fédérations et un règlement pour y voir clair. Donc, c'est le moment d'en parler, puisque nous fêtons les 100 ans de la Fédération, et on a sorti un ouvrage, la Fédération a sorti un livre sur le siècle d'équitation, puisque ça commence là, ça commence au moment où sont créées les fédérations. Et le premier règlement de la FEI, qui va nous servir de cadre pour toute notre gymnastique, en tout cas pour le dressage, mais aussi pour le travail sur le plat, il va paraître en 1929, donc vous voyez que c'est quand même quelques années après la création du comité olympique, et deux personnages sont importants, c'est le général de Carpentrie et le général von Otzig-Berstedt, qui était pour l'Allemagne. Donc on a ces deux, les deux sont assez révélateurs. On voit à droite le général de Carpentrie avec son cheval, il est dans cet équilibre issu du système non pas de l'ancienne école où il est moins assis, c'est donc on peut dire l'influence du bouchérisme, alors qu'à gauche c'est l'école germanique avec un cheval très assis. Eux ils sont encore dans cette école ancienne qui n'a pas suivi l'influence du bouchérisme. Alors pour que vous ayez une toute petite idée de quelle était l'attitude des chevaux à cette époque-là, je vais essayer de... Voilà un cavalier, c'est le commandant Révéroni Saint-Cyr, médaille d'or plusieurs fois. Là, il est médaille d'or. Voilà. Ça interroge quand même. C'était les premiers Jeux Olympiques. Alors il a la nuque le point le plus haut, ça c'est clair, mais on voit bien que la locomotion, et quand on regarde le film en entier, on est quand même très étonné, et c'est pas le seul, mais il était médaille d'or, et quand on voit les autres, on est très étonné sur la qualité obtenue, et le niveau obtenu. Alors, bien sûr, nous, on a eu des contestations, on a même eu des personnes qui ont écrit que il fallait presque supprimer les aires de haute école parce que les compétitions de dressage, bon, ça c'était dans les années 60. Il y a eu un vrai combat en disant non, il faut arrêter ça va arrêter le massacre, c'est pas bien. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les choses ont évolué. Donc, on a eu quoi? Le développement qui s'est fait à partir de base. Et à partir des années 70, on va avoir une qualité d'équitation assez étonnante. Nous, la France, on sera également médaillés, mais on va avoir quoi? Une évolution importante grâce à ce projet olympique et ces concurrences qui ont été faites. Alors, la période du développement et les dérives, ça c'est important. La fédération, elle a réglementé quoi? Vous avez un certain nombre de dérives qui sont apparues. Il y avait énormément de débats, mais ça venait d'où? Ça venait d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, notre enseignement, il venait, quand vous voyez à gauche, c'est l'enseignement de Baucher première manière, en bas c'est Baucher deuxième manière, et en haut à droite, c'est quand même un cheval de compétition, mais il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, tout ça, ça a été interdit par la FEI. Alors, il faut arriver à convaincre tout le monde. Mais en tout cas, dans les compétitions, si vous faites ça, aujourd'hui, on vous dit « Merci monsieur, c'est terminé ». Donc, on a des nouvelles orientations, des règles qui sont bien précises sur la FEI, par la FEI. Reste aussi à vous à convaincre tout le monde que cette attitude du cheval enfermé, c'est pas bien et c'est pas ce qu'on veut dans la finalité de la compétition. Donc, on va aller sur des références classiques.
et des exigences réglementaires qui aujourd'hui affirment le bien-être. Mais c'est comme tout, entre une loi, une décision, même si c'est fait il y a 10 ans, c'est long pour arriver au niveau de tout le monde. Donc on a un élargissement des confrontations, un état d'esprit qui va changer et un incontestable essor de la discipline. Le nombre de cavaliers n'est pas celui qui existait il y a 50 ans, c'est évident. Donc aujourd'hui on a une évolution technique. Alors que la question se posait du maintien de la discipline. L'élevage a très largement bénéficié de cet engouement. Donc on a des races qui se sont développées, spécialisées pour l'équitation de dressage, alors qu'avant on prenait le cheval comme ça, on disait lui il est plus de mieux que le voisin, mais on n'avait pas des races spécifiées. Et puis, on va arriver maintenant à cet aspect de l'entraînement. Donc, c'est un enjeu majeur que le corps et le mental du cheval. C'est vraiment très important. Et c'est en lien à mettre avec les objectifs de votre travail, voire de la compétition. Quand vous travaillez un cheval, vous devez vous dire que vous avez à faire une gymnastique, mais aussi il y a le mental. Ces deux dimensions qui sont liées et très importantes. Donc vos objectifs, vous allez les choisir en fonction d'un objectif. Vous voulez faire des reprises simples, vous voulez sortir en compétition ou pas. Vous devez prendre en compte ces éléments de gymnastique, de corps du cheval. Le docteur vétérinaire va vous en parler tout à l'heure. Et en même temps, du mental. Nous, on a les deux dimensions et les paramètres de l'observation et du jugement d'un cavalier en compétition prennent en compte ces deux dimensions-là. Alors le temps, c'est un facteur essentiel. Le cavalier doit le gérer au mieux. Il faut penser à ses séances. Il faut penser à la durée des exercices. Il faut penser à la durée, à la variété des séances. Il faut respecter son cheval, savoir l'écouter et gérer le corps et le mental du cheval, car c'est essentiel. Autrefois, on pensait on va faire des épaules en dents, on va faire des cercles. On pensait au mouvement. Non, il faut penser à la gymnastique et au mental du cheval. C'est une autre approche. On utilise le même répertoire, mais avec une finalité différente pour mettre le cheval au cœur du système et non pas simplement un système pédagogique ou un système d'exercice. Alors, les gens qui nous montrent la facilité d'emploi d'un cheval, c'est quand même le paradressage. Parce que quand vous voyez ça, c'est des compétitions internationales. On ne peut pas dire que là, il faut faire preuve de force. Quand vous n'avez pas de bras et que vous présentez un cheval qui est très bien et qui va être médaillé, on se dit que là, on peut avoir à observer et avoir en quoi on peut faire évoluer notre équitation pour quelque chose de plus léger dans les aides, puisque effectivement le développement de l'expression actuelle des chevaux a un peu poussé vers trop d'aides parfois. Donc les techniques d'entraînement vont évoluer, le dressage moderne va être recadré et s'élargir, avec cette notion qui est dans le règlement depuis plusieurs années, mais qui n'est peut-être pas assez descendue jusqu'en dessous du niveau international, ça commence à venir, c'est cette notion d'athlète heureux. Donc le panel de reprises s'est imposé au fil des ans. On a maintenant des reprises pour les jeunes chevaux, on a des reprises très progressives pour les cavaliers, puis après on va de plus en plus vers plus de difficultés, mais à chaque fois on doit être axé sur la qualité et faire en sorte que la progression des reprises des jeunes chevaux, la basse école et le grand tour, tout ça se soit fait dans la même logique et le même état d'esprit, le respect du cheval. Pour ça, on a mis en place la FEI, une échelle de progression. Alors l'échelle de progression, faut pas la lire de travers. C'est pas on fait le rythme un jour et puis un mois après on fait la souplesse, puis 3 mois après le contact. Ça non, c'est pas ça. C'est parce que l'échelle, c'est le mot qui est étranger, qui a été pris au niveau international. En fait, ce sont les facteurs de la progression qu'on doit prendre en compte. Et dans les bases, il y a les 3 points de l'échelle de progression, le rythme, la vitesse, la cadence, puis également la souplesse et la décontraction et le contact. Ça, c'est indispensable. Et quand on a ça, on va essayer de développer la propulsion, on va être un peu plus pointu sur la rectitude et on va aller vers l'équilibre du rassemblé. Donc ça, c'est un fil conducteur. C'est pas une méthode, mais c'est un fil conducteur pour éviter de déraper. Alors le travail gymnastique, c'est quoi ? Il est assez logique. On a une structure toute simple. Quand vous travaillez vos chevaux, vous devez préparer le corps de votre cheval. Donc vous ne commencez pas à froid par faire du trot allongé ou des choses difficiles. On doit le préparer. Après, vous avez intégré dans votre travail des variations de vitesse, du travail sur les courbes, puis une montée en puissance pour avoir peut-être plus de rassemblés, plus d'équilibre ou un mouvement plus précis. Il y a des phases où on va déplier le cheval pour le mettre bas et dans le confort.
Et puis après, on va refaire quelques exercices. Et ensuite, on finit son travail avec une période de stretching pour remettre le cheval au calme, pour faire en sorte que le rythme cardiaque redescende, que la respiration revienne bien. C'est ce qu'on appelait autrefois le retour au calme. C'est en fait une phase indispensable et parfois on oublie. Alors, c'est très important aussi les attitudes, et des attitudes bonnes, hautes ou basses, mais il y a aussi des attitudes mauvaises. Et quand on dit qu'il faut un cheval rond, c'est pas comme le cheval qui est à droite. Ça, c'est mauvais. Tout le monde est d'accord là-dessus. On doit chercher, par contre, un cheval portant quand on fait de la compétition, quand on l'achète ou qu'on entraîne. On veut un cheval qui soit plus léger dans ses épaules pour avoir un mariage entre l'impulsion, qui est la poussée, et la flexibilité, qui est donc la souplesse, l'équilibre, pour avoir un peu plus de brillant. Et c'est aussi, il faut l'avouer, le rôle de la génétique. C'est-à-dire que la génétique nous offre aujourd'hui des chevaux qui ont une aptitude beaucoup plus grande et qui permettent d'aller plus loin. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit aller plus loin avec tous les chevaux. Si on veut faire de la compétition de haut niveau, on doit avoir des chevaux adaptés à cette compétition, comme en saut d'obstacle, comme en course. Ils sont adaptés à l'effort qu'on va demander. Mais si on fait des mouvements pour soi-même et qu'on veut pas aller en compétition, on n'a pas besoin de chevaux extraordinaires. On a par contre besoin de bonnes méthodes et d'un travail correct. Alors, le travail correct, c'est quoi? C'est d'abord le rond et bas. On commence la séance comme ça et on finit la séance comme ça. C'est une attitude de confort qui soulage le dos. Rond et bas pour une poussée par le dos, mais pas sur les mains. Quand le cheval est bas, comme ça, c'est pas pour en avoir plein bras. Ce serait une erreur. Et on veut un cheval qui puisse se déplacer comme ça, dans une attitude agréable et contact. C'est ça l'objectif. C'est ça qu'on veut pour travailler un cheval pour la compétition ou hors de la compétition. Donc ce travail gymnastique, il est structuré, il y a des séances qui doivent être variées, non répétitives. On doit être très progressif dans la phase de démarrage. On va utiliser les transitions, on va utiliser les courbes, on va faire des variations de vitesse. On va rechercher une constante réactivité. Parfois, les chevaux sont un peu derrière la jambe. Ils dorment un peu, ils collent à la main. Tout ça, ça fait partie de la gymnastique pour améliorer ce que l'on ressent de son cheval au niveau où il en est, pour améliorer la manière dont il réagit, dont il se déplace au niveau où il est, et pour peut-être aller plus loin. Alors, je parle peut-être un peu vite, ne vous en faites pas, tout mon PowerPoint sera diffusé par le Creux, donc vous retrouverez tous mes textes dans quelques temps, tout ce que vous voyez. Donc voilà le travail de gymnastique. Alors l'écuyer en chef a fait une note parce qu'on voyait des gens qui travaillaient rond, bas, mais enfermés, pas bien, donc il a sorti une note. Donc l'écuyer en chef a dit ça c'est bien, il expliquait pourquoi il y avait l'hyperflexion, le ramené outré, d'où ça venait, et pourquoi on avait des attitudes qui étaient bien, que vont certainement nous expliquer le docteur vétérinaire ensuite, et en tout cas, nous, on aime bien dans le travail de base, pas dans les compétitions, mais dans le travail de base, la rondeur, un peu bas, pour avoir un cheval qui est dans la souplesse et pas dans l'effort constant du dos avec trop de poids sur les postérieurs. On a aussi des exercices indispensables. On veut vérifier la qualité du contact, très important, et on a des reprises qui intègrent, jeunes chevaux, mais aussi les reprises fédérales, qui intègrent ce mouvement qui est de rompre le contact. C'est un peu l'ancêtre, c'était la descente de main de la guérinière, c'est une autre forme, mais on veut quoi? Que le cheval reste en équilibre, et on vérifie qu'il n'est pas collé à la main et qu'il se tient. L'autre exercice, c'est l'étirement, c'est-à-dire qu'on veut un cheval qui va se déplier. Donc on veut voir ça. Ça c'est la FEI qui a donné cet exercice au cours d'un cours de juge. Donc on veut le cheval dans l'attitude, il se déplie. Les mains ne bougent pas, la vitesse ne bouge pas, l'équilibre ne bouge pas, le cheval s'étend vers l'avant et vers le bas, et il va revenir. Donc ça, c'est un des exercices importants pour vérifier la qualité du contact. Les gens qui sont accrochés à la tête, ils ne peuvent pas faire ça. Le cheval va peser ou va se sauver. Donc c'est très important d'intégrer ces mouvements. Ils l'ont été intégrés dans les reprises jeunes chevaux et également dans des reprises fédérales. Donc on a le moyen de travailler la qualité du contact et de le vérifier devant des juges qui vous diront « Ah ben c'était très bien » ou « Ça peut être mieux ». Alors, dans le travail gymnastique, on a du travail également latéral. La session à la jambe, le cheval doit rester droit, il se déplace de côté. On a l'épaule en dedans, c'est très connu. Le cheval doit être ployé. Et on a tout ça, ça va vers la droite. Mais soit le cheval est droit, soit il est cintré à gauche, soit il est cintré à droite.
Voilà, un travail gymnastique. Alors c'est évident qu'on ne fait pas tout le même jour. Hein. Il va falloir des années pour arriver de la session à la jambe, à l'épaule et à l'appuyer. Tout ça, c'est très progressif. On a tous ces exercices très classiques pour arriver à développer un travail gymnastique qui va intégrer, par exemple, la tête au mur, le travers, ou un travail sur les hanches, comme ici, dans un stage d'entraîneurs internationaux, avec Joe Heinemann, qui nous montre le travail sur les hanches, le travail progressif qui va conduire plus tard à la demi-pirouette ou à la pirouette au galop. Alors, on a des disparités entre les écoles françaises, germaniques, ibériques, mais ça s'estompe. Elles se rapprochent grâce à tous ces échanges qu'on a à l'occasion des compétitions internationales. Et on cherche à copier ce que chacun fait de mieux que soi. On ne va pas chercher les défauts, on va copier les qualités. Et là-dedans, on a le respect du cheval pour avoir cette impression d'aisance qu'on a chez les meilleurs. Quand on regarde les reprises des derniers Jeux Olympiques, les meilleures cavalières, on est étonné. Mais c'est sûr qu'on est aussi étonné par la locomotion des chevaux. Il y a plus d'expression qui va résulter de ce travail gymnastique qui vise un mariage entre souplesse, vitesse, cadence et propulsion. Tout le monde atteint aussi ses limites. On peut avoir beaucoup de déplacements latéraux, de croisements, ou moins. On a également des trot expressifs. Là, on est à la limite du possible. Mais c'est sûr qu'on a à chercher, pas comme le faisait Baucher au cirque, parce qu'il voulait un peu étonner le spectateur, mais on doit quand même, nous, rester dans les règles du juge. Et là, avec les exercices d'aujourd'hui, on a beaucoup plus de liberté d'épaule qu'avant. Donc, les chevaux peuvent avoir un trot avec les antérieurs qui montent un peu plus. Mais s'ils montent trop, coup de fusil. Les juges ne seront pas contents. On veut en tout cas un rassemblé accentué, ici, soit dans la pirouette, soit dans le piaffe. Et une dernière vidéo, voilà un cheval russe, Balagur, qui est monté par Madame Korelova, au piaffe. Donc on voit en compétition, elle n'est pas plein bras. Hein. Voilà. Donc il y a des gens qui sont en plein bras, ils n'ont rien à faire dans la compétition. Donc les belles attitudes, c'est les dernières, c'est ça, avec de très bons cavaliers qui nous montrent des chevaux avec beaucoup d'expression dans des belles attitudes et un emploi des aides tout à fait correct. C'est ce qu'on recherche, c'est un peu le modèle. Mais il n'y a pas que la compétition de dressage, on a aussi l'équitation artistique, comme ici, avec une très bonne technique, on peut allier compétition, puisqu'elle est sortie en compétition au Grand Prix de dressage, et art équestre avec les spectacles qu'elle peut faire, y compris sans rêne. Donc ça montre que la technique est proche. Après, il faut du talent et surtout du travail. Voilà, les enjeux actuels maintenant, on en est où? Ça sera ma conclusion. Ça ouvre de nouvelles perspectives. C'est sûr que ça a engendré des débats. Donc l'état d'esprit et ces débats étaient parfois conflictuels. Il y a eu des critiques qui ont été tout à fait légitimes parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, on a vu des chevaux qui étaient présentés en compétition, qui étaient détendus en compétition dans des attitudes totalement inconcevables aujourd'hui et réglementées. Donc ça veut dire qu'il a fallu ça parce que les gens n'avaient même pas imaginé qu'on pourrait faire ça avec les règles qui existaient. Eh ben oui, mais ils ont relu Baucher et ils se sont dit mais moi je vais arriver à faire mieux que les autres. Et ils sont arrivés, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Donc, comme disait Andrew William, on n'est pas vainqueur, on le devient. Et c'est bien de là que peut venir le problème. On le devient, mais pas à n'importe quel prix. Et ça, vous devez y veiller, vous, dans votre enseignement, en tant que juge, en tant que cavalier, pas à n'importe quel prix. Le rôle des éducateurs, des formateurs, des entraîneurs est ici déterminant face aux dérives de comportement. Il y a aussi le dopage et les méthodes, comme on vient de le voir, les attitudes. Donc ça, c'est très important. À nous d'enrichir notre culture et nos valeurs, les qualités qui doivent sous-tendre toute pratique équestre. Le mot de la fin sera le suivant. Le sport aurait-il tué l'équitation, se demandait Jean d'Orgex. Il répondait évidemment non. Mais il nous faut aujourd'hui réfléchir, notamment sur l'évolution des techniques de dressage avec notre fédération, pour progresser et répondre aux attentes de nos publics et veiller à ce que le cheval reste au centre de nos motivations et non pas vaincre à tout prix. Ça, c'était une dérive essentielle de risque de la compétition et on doit tous veiller à ça. Je terminerai donc par une citation du colonel Danlou. Le culte de la tradition, on y tient. Le répertoire, c'est la tradition. Ça n'exclut pas l'amour du progrès, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, j'ai terminé.
Merci de votre attention. Ce merveilleux animal que je côtoie tous les jours depuis quelques dizaines d'années maintenant. Et donc, alors parler en 20 minutes, la gymnastique du cheval, c'est un pari difficile à tenir. Je vais essayer d'être synthétique pour faire plaisir à Fanny. Mais vous verrez, il y a certaines diapos que je vous présenterai à peine, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je les ai quand même gardées pour éventuellement, si ça pouvait servir, pour répondre aux questions. J'ai mis une petite citation de Nietzsche pour commencer sur une petite note amusante, mais en même temps, c'est vrai que moi, je me méfie beaucoup des gens qui détiennent la vérité. Moi, je préfère le doute et la curiosité qui va avec. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à débattre à partir du moment où le débat est respectueux des gens qui y prennent part. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle du cheval, un athlète qui est compagnon de l'homme depuis quelques milliers d'années. Et si on parle du cheval, eh bien, il faut le connaître. J'entendais l'autre jour un podcast d'un ancien de l'équipe Cousteau qui disait aujourd'hui, les gens savent mais ne connaissent pas. Internet nous donne une possibilité d'accéder à un nombre de choses incroyables, mais connaître un cheval, c'est pas avoir lu sur Internet tout ce qui s'y rapporte. La connaissance, elle est aussi faite de se côtoyer, de l'observation, de l'expérience. Toutes ces choses qui sont particulièrement importantes dans une vie d'homme de cheval, homme ou femme de cheval. Alors, quand on le connaît, il faut connaître son corps. Moi, je suis vétérinaire, je pense que je le connais assez bien. Et je pense que tout cavalier devrait connaître beaucoup de choses sur le corps du cheval. Et un cheval, c'est aussi des émotions. C'est pas une machine, même si c'est un merveilleux athlète. Un cheval, c'est des émotions. Aujourd'hui, on connaît de mieux en mieux ce que les anciens savaient. Tout le monde savait très bien qu'un cavalier qui a peur transmettait la peur à son cheval. Qu'un cavalier qui a confiance transmet la confiance. Que quand on est en colère, on a plus de mal à attraper un cheval qui est au paddock. Néanmoins, il y a un tas d'expériences qui ont démontré ça. Et au travers de ça, des capacités cognitives étonnantes. Un cheval reconnaît pendant des années toutes les personnes qu'il a côtoyées. Un cheval peut aller chercher des ressources auprès d'un homme parce qu'il l'a vu faire quelque chose. Et d'ailleurs, il faut savoir que les expériences cognitives qui ont été faites chez le cheval ont dérouté, on va dire, des spécialistes du comportement animal qui ne pensaient pas qu'elles étaient aussi évoluées. Donc certains tests ont été faits, on pensait que les chevaux allaient échouer, et bien non, ils ont réussi. Et puis, un cheval, c'est un individu. Moi, je suis un petit peu en colère, si on peut dire, après cette manie de vouloir normer ce qui se passe. Un cheval, c'est un animal qui doit manger ça, qui doit vivre comme ça, qui doit être ferré comme ça. Moi, je crois que le bien-être, pour un être vivant, il vient de sa singularité. Oui, j'ai connu des chevaux qui aiment être dans les box. Peut-être pas toute la journée, ils ont besoin de bouger, mais il y a des chevaux qui apprécient ce repos, ce confort, moins de mouches, de l'ombre, j'en sais rien. J'ai connu des chevaux claustrophobes qui ne supportaient pas, mais même 20 minutes. Je pense que nous devons nous intéresser à la singularité. On a des relations avec un cheval, on doit appréhender cet être en tant qu'individu et être curieux, être attentif dans le travail, dans la façon de le gérer, dans l'ensemble. On parle aussi d'un athlète qui est en croissance. Souvent, on travaille beaucoup des jeunes chevaux. On doit être extrêmement précautionneux et je pense que parfois savoir prendre un garde-fou vétérinaire, ça peut être utile. Et puis, dans la façon de le gérer, si on veut parler de gymnastique, évidemment, on ne va pas gymnastiquer de la même façon un jeune cheval en croissance, un cheval qui est au sommet de son art, ou un cheval qui est vieillissant, qui a des raideurs, mais qui techniquement sait faire beaucoup de choses. Cet athlète né, à côtoyer les chevaux, moi je suis toujours époustouflé des capacités de cet animal. Mais il doit porter son cavalier. Or, à la base, l'équilibre du cheval n'est pas fait pour porter le cavalier. Et une bonne partie de l'équitation doit aider le cheval, plutôt que de suivre son inné locomoteur, à se mettre dans une attitude qui soit l'attitude correcte pour porter le cavalier et rester en équilibre. Donc, on va beaucoup parler du dos aujourd'hui. Le dos, c'est un élément très important. C'est lui qui porte le cavalier. Et donc, je pose la question, est-ce que nos chevaux en ont plein le dos? Je ne vais pas vous faire l'anatomie en détail. Je mets juste ces diapositives pour vous dire qu'il faut connaître l'anatomie du cheval pour pouvoir comprendre l'équitation un minimum. Connaître son squelette et connaître aussi sa musculature. Je vais m'arrêter 2 secondes sur cette diapositive. Ici, vous avez un muscle. Alors voilà, hop, vous voyez ici qui s'appelle le muscle longissimus.
C'est la masse commune, c'est un gros muscle qui est sur le dessus. Le cavalier va s'asseoir dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce muscle, il se continue dans le cou, par le muscle long du cou. Et que donc, l'attitude de l'encolure et de la tête du cheval va avoir une importance déterminante pour ce qui se passe sous la selle. Vous avez d'autres muscles de l'encolure, comme les muscles splenius, où vous voyez bien, qui rattachent quasiment la nuque avec la portion crâniale du thorax, ou avec les processus épineux et le ligament supraépineux. Là encore, vous imaginez bien que quand un cheval abaisse son encolure, éloigne sa tête de son garrot, il se passe un certain nombre de choses. Même chose ici avec les muscles dentelés du thorax qui attachent la cage thoracique au ligament nucal. Tout ça pour vous dire qu'un cheval qui est pas musclé, qui va porter un cavalier, le fait que ce cheval étende son encolure va spontanément soutenir sa cage thoracique et donc offrir une meilleure portance au cavalier. Et c'est pour ça que dans les phases initiales, cette attitude est importante. L'autre point, c'est que pour que le cheval tienne son dos et porte le cavalier, il va falloir qu'il ait été musclé, qu'il ait été préparé. Mais il faut aussi comprendre autre chose, c'est que si vous voyez le haut de la colonne vertébrale, sur un cheval anesthésié, si vous fléchissez le haut, c'est-à-dire vous mettez l'équivalent d'une reine allemande, vous tirez la tête vers les genoux, eh bien vous allez fléchir très fort le haut. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'en fléchissant le haut, vous étendez le bas. C'est-à-dire que spontanément, quand on plie, on met une flexion ici, le garrot descend. Et tout ça pour dire quoi? C'est que pour qu'un cheval puisse tenir son garrot et porter son cavalier, il faudra au préalable qu'il soit assez musclé pour avoir la force de porter le garrot à la hauteur souhaitée, et ensuite se fléchir dans une attitude qui est souhaitée en équitation. Donc il y a un ordre que tous les anciens connaissaient sans forcément avoir des études biomécaniques. Mais il y a un ordre dans la façon dont on doit aborder les choses avec le cheval. Ça, ce sont des petits muscles utiles pour la proprioception. Et puis ensuite, vous avez vu qu'on a des très 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 puissants muscles extenseurs qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez des muscles ici, c'est les iliopsoas, qui sont les muscles fléchisseurs qui vont permettre de fléchir le bassin, mais aussi de fléchir l'ensemble du dos. Vous voyez qu'on est déséquilibré. On a beaucoup moins de muscles et c'est exactement la même problématique que chez l'homme. Et vous avez donc les muscles abdominaux qui vont contribuer à la flexion, mais qui, eux, sont loin du dos. Donc là encore, de la même façon que pour tout être humain, pour avoir des forces équilibrées dans le squelette, vous allez devoir faire travailler ces muscles qui sont des extenseurs du dos. Alors, je ne vais pas avoir le temps de voir ça de manière très très longue. Quand un cheval trotte, le dos bouge assez peu. Quand un cheval trotte, le mouvement du dos, il est passif. Vous avez diagonale, suspension, diagonale. Les membres poussent le dos vers le haut, le dos monte, quand le cheval atterrit, le dos descend. Ça veut dire qu'on a un travail qui est isocentrique. Les muscles du dos ne s'allongent pas, ne se raccourcissent pas, ils sont en contraction isocentrique, et que ce qui donne la qualité d'allure, ce dos qui bouge, c'est la tonicité. On a un muscle qui doit être en contraction isocentrique avec la bonne tonicité. Au galop, on a une mobilisation qui est active. Hop, je retrouve ma souris. Hop, où je fais comme ça. On a une mobilisation qui est active, c'est-à-dire que là, le cheval décide de fléchir son bassin. C'est quelque chose qui est facile à contrôler pour lui. Et hop, on a une flexion du bassin, on a une propulsion. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que comme le cheval choisit, là, on a une contraction concentrique des muscles, et la contraction, on va dire, habituelle. Comme le cheval choisit son mouvement, c'est pour ça que certains chevaux raides du dos sont plus confortables si on les détend au galop, parce que ça leur permet d'échauffer leur dos en maîtrisant leurs amplitudes, alors qu'au trot, ils vont subir le mouvement et le poids du cavalier. Ensuite, sur le saut, eh bien, pour sauter correctement, le cheval fait une succession de flexions-extensions qui sont très rapides, de grande amplitude, et je vais passer rapidement parce qu'on n'a pas le temps de tout détailler. Alors, pour cette belle mécanique, le cavalier est un problème. Le cavalier est un problème parce qu'il alourdit l'avant-main, que le poids est appliqué sur une surface musculaire qui doit travailler, et il y a le problème de la synchronisation. Vous pouvez faire une expérience très simple, vous l'avez tous déjà fait si vous avez des enfants. Portez un de vos enfants éveillés, vous baladez,
Ça pèse pas lourd. Vous êtes chez des amis, votre enfant s'est endormi, le même, vous le prenez dans les bras, il dort, il pèse très lourd. Pourquoi? Parce qu'il synchronise pas ses mouvements aux vôtres. Un cavalier synchrone, c'est facile à porter pour le cheval. Un cavalier qui est pas synchrone, qui se tape le cul, on pourrait dire, un cavalier qui est pas synchrone, c'est difficile à porter, ça pèse plus lourd. Et donc, il y avait une étude qui avait été faite à Saumur qui avait montré que les cavaliers, les tout meilleurs cavaliers ont une synchronicité qui est quasi parfaite. Après, les bons cavaliers ont un petit peu de retard, puis les mauvais cavaliers, ils sont à côté de la plaque. Donc, ça, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, l'équation locomotrice de l'équitation, elle est là. Hein. Nous, en tant que vétérinaires, on est souvent amenés à s'intéresser aux lésions du cheval, mais les lésions, c'est un élément parmi lesquels il y a aussi la fonction et le mental. Alors, je ne vais pas vous passer en détail parce que j'ai pas le temps, hein, toutes les lésions qui peuvent affecter le dos du cheval et interférer avec ce qui se passe en équitation. Si vous avez des questions, j'y répondrai après. Ensuite, sur la fonction, on a des altérations fonctionnelles. On a ce qu'on appelle les dyskinésies, c'est-à-dire un cheval qui fonctionne mal, parce qu'il a un mauvais modèle, parce que sa locomotion en elle-même est défectueuse, parce qu'il a des lésions périphériques. Un cheval qui a mal à un membre, eh bien, il va mal fonctionner, parce qu'il a des lésions au niveau de son dos. Et il y a aussi une notion de cycle locomotion-lésion, c'est-à-dire que spontanément, on a tendance à fonctionner pour se soulager d'une façon qui va encourager le problème qu'on a. Je m'explique, vous avez mal au dos, vous allez marcher penché en avant. Mais à partir du moment où vous marchez penché en avant, vous allez garder mal au dos. Votre locomotion encourage la lésion en quelque sorte. Vous avez aussi tout ce qui est les lésions ostéopathiques. Et puis vous avez l'équitation, si elle est inadaptée ou fausse. Le cheval ne peut pas bien fonctionner, on ne lui demande pas correctement. Le travail excessif ou le travail inadapté. Le harnachement défectueux. Un minimum, le harnachement doit être confortable. Une ferrure qui n'est pas adaptée. Une condition physique qui est insuffisante pour supporter le travail qu'on a. Des sols de travail qui ne sont pas adaptés. Et puis là, après, on a d'autres choses qui rentrent dans le domaine de la maltraitance. Évidemment, tout ça, ça paraît évident, mais néanmoins, ce sont des choses qu'on rencontre parce que il faut en permanence avoir un travail de réflexion sur où j'en suis avec mon cheval, ce que je fais. Puis parfois, on est tout seul, on ne se rend pas compte de ces choses-là. Et c'est bien d'avoir un regard extérieur. Et puis, on a aussi des altérations d'origine mentale. Le cheval, comme nous, hein, si le mental n'est pas disponible, vous ne pourrez pas travailler. Donc ça va avec un mode de vie qui lui convient. Et on revient à la notion de singularité du cheval. Ça vient aussi au type de travail. Si vous achetez un trotteur de réforme, peut-être que vous arriverez à le dresser si vous êtes très habile pour faire le Grand Prix, mais il est quand même pas fait pour ça. Il y a la relation avec le cavalier, et là je voudrais insister sur la notion de conflit d'aide, c'est-à-dire que c'est le langage que vous avez avec le cheval qui doit être clair. Si votre cheval il se dit c'est peut-être ça, si jamais il se fait engueuler parce qu'il a fait ce qu'il avait compris, c'est pas bon. La clarté des aides est quelque chose d'absolument essentiel pour le bien-être du cheval et pour une relation de travail harmonieuse. Vous avez des manifestations émotives, parce que le cheval est un animal émotif, il peut avoir peur d'une vache qui est en train d'être lâchée dans le pré d'à côté. Vous avez les douleurs locomotrices qui, au-delà de faire mal et de perturber la locomotion, vous prennent la tête, et je pense à votre cheval comme à vous, et vous avez après toutes les problématiques d'équitation, mais chacun à sa place. Moi, je suis vétérinaire. Donc, on a des points à prendre en compte à ce stade-là. Un cheval, pour bien travailler, il doit d'abord comprendre ce qu'on lui demande. Une fois qu'il le comprend, il faut qu'il le réalise. Une fois qu'il l'a réalisé, qu'on l'a encouragé, il faut qu'il le répète. Et une fois qu'il l'a répété, il faut l'automatiser. Et puis une fois qu'il a automatisé quelque chose, on lui apprend à aller un petit peu plus loin. Comme ça que ça se passe chez l'homme, c'est comme ça que ça doit se passer chez le cheval. Et là, c'est des notions sur lesquelles on a à progresser parce qu'on ne connaît pas encore exactement pendant combien de temps il faut répéter, à quel rythme, est-ce qu'il faut faire des pauses entre deux séances, au bout de combien de temps un mouvement est automatisé, etc. Tout ça, c'est des notions qu'on commence à bien connaître chez l'homme, mais qu'on n'a pas encore déclinées chez le cheval et qui, à mon avis, sont de nature à lui donner du confort dans son apprentissage. Au niveau des muscles, eh bien, un muscle, il doit travailler de manière tonique. Alors, le muscle, il travaille, il y a une notion de tonus. Ensuite, il se contracte. Mais si on va trop longtemps, trop loin, on a une contracture. Puis, au bout d'un moment, il neutralise le mouvement. Après, ça lui fait mal. Et là, on a une réponse émotionnelle. La réponse émotionnelle, c'est les fameux 3 F. C'est fight, je combats. C'est la rétivité. Le cheval, en rétivant, il vous dit, il y a un truc qui va pas, là. Tu peux pas faire ça. Il y a le fly, c'est le cheval qui veut se barrer.
Et puis, il y a le freeze. Le freeze, c'est... Et là, on pourrait se dire, ah tiens, il a compris. Il ne défend plus, il est neutre. En réalité, le freeze, dans toutes les espèces, c'est ce qu'il y a de plus destructeur. Le freeze, c'est ce qui vous donne des ulcères à l'estomac, parce que vous n'exprimez pas l'émotion ressentie. Donc, il y a un point d'attention très important à mettre dans la construction des séances sur cette notion. Est-ce que je fais suffisamment de pauses? Est-ce que mon cheval est dans la qualité du mouvement? Est-ce que j'ai la qualité du rebond, etc. Moi, j'ai remarqué que souvent, des jeunes chevaux, par exemple, les gens, ils vont faire un appuyé, ils vont faire toute la diagonale. Et on voit souvent des chevaux qui font très bien le premier tiers, un tout petit peu moins bien, et puis qui sont en difficulté pour finir le mouvement. Mais pourquoi faire d'emblée une grande longueur? On est dans un nombre de répétitions que le cheval n'arrive pas à faire. Et ça devient une punition. Il dit, putain, les appuyés... Alors que si jamais il avait fait peu, récompensé, il y trouve du plaisir, et puis petit à petit, par l'entraînement, on va l'amener à faire la totalité du mouvement. Et puis là-dedans, j'en reviens aux aides, je suis désolé, mais le cavalier demande, le cheval comprend, le cheval fait, et là-dedans, on peut avoir un partage d'émotions positives, parce que si vous connaissez la pyramide de Maslow, quand on est dans le haut, eh bien, pour le cheval aussi, de partager des émotions positives avec son cavalier, c'est quelque chose qui lui procure du bien-être, qui lui procure du plaisir. Alors, j'ai mis ça parce que moi, j'ai remarqué que souvent, le cavalier voulait faire à la place du cheval. On voit des chevaux, par exemple, ils me disent, le cavalier me dit, ouais, mon cheval se couche. Mais en fait, le cavalier est en permanence en train d'essayer de redresser son cheval. Il me semble que, normalement, le cheval doit demander au cavalier de se redresser. Le cheval doit le faire, être récompensé, et on doit rentrer dans quelque chose de plus vertueux. Donc, finalement, j'en reviens à mon cercle de tout à l'heure, sur lequel on a ajouté, on va dire, des choses supplémentaires. Donc, finalement, la gestion de la locomotion, c'est une gestion globale. C'est-à-dire que, vous avez vu, on a parlé d'un tas de choses, du mode de vie, de l'environnement, de la maréchalerie, de la construction des séances, etc. Vous voyez, on a un ensemble de choses, et ça passe par un travail d'équipe. Si vous êtes tout seul dans votre coin, à l'extrême, vous ferrez votre cheval lui-même, vous décidez de sa ration vous-même, vous travaillez tout seul, etc., vous n'arriverez à rien. Le travail d'équipe, c'est quoi? C'est que vous croisez des regards, vous croisez le regard de votre vétérinaire, de votre ostéopathe, de votre coach, de votre kiné, etc. Et puisque vous croisez tous ces regards, il va falloir les porter aussi sur vous. Alors, je vais pas pouvoir aller jusque-là, mais je pense que le cavalier, par rapport à tout ce qu'on a dit, il a un devoir de réfléchir sur son propre schéma. Un cavalier, il doit se dire, est-ce que je suis symétrique? Est-ce que je suis souple? Est-ce que je suis capable de tenir en équilibre le temps que durent mes séances? Et à partir de là, on peut aussi avoir un programme qui est de faire du yoga, de faire du pilates, de faire de la gymnastique, de faire de la sophrologie, de faire tout un tas de choses qui fassent que, on soit un petit peu un meilleur compagnon de travail pour son cheval. Parce qu'on se rend compte, tous les ostéopathes qui soignent les chevaux vous le diront, mais les dissymétries du cheval, le cheval naît dissymétrique. D'ailleurs, dans l'équitation, une grande partie vise à assouplir le cheval pour dépasser cette asymétrie naturelle. Mais en même temps, on retrouve souvent sur des chevaux les asymétries de leur cavalier. En conclusion, moi je crois qu'il y a des beaux jours pour l'équitation. Et que l'équitation, elle doit assumer son héritage. Pourquoi? Parce que j'aime bien cette chanson de Goldman qui dit « Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens-là ?» On ne peut pas juger la façon dont les gens montaient les chevaux il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. La réalité, on la voit au travers de sa perception qui est aussi très culturelle, sociétale, etc. Donc je crois qu'on doit assumer que le cheval, c'est un compagnon de l'homme, il est passé par différentes phases et qu'évidemment, on ne voit pas la relation homme-cheval maintenant comme on la voyait même il y a 20 ans. On doit prendre nos responsabilités dans les débats sociétaux. Sans honte, j'entends souvent des gens un peu défensifs. Si t'as besoin de faire gaffe, dans 10 ans, on monte plus à cheval. Alors, peut-être, j'en sais rien, je suis pas devin. Néanmoins, je pense qu'on peut assumer le fait que, à vivre avec les chevaux, on n'a pas cette sensation d'être en train de commettre un génocide. Et que on peut l'assumer et puis aller débattre. Pour moi, il faut se réinventer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des nouvelles connaissances sur les capacités cognitives du cheval et que ça doit interpeller les méthodes qu'on utilise en équitation pour être plus pertinent, pour être plus bienveillant, pour être plus efficace aussi. À la lumière des nouvelles connaissances sur la physiologie de l'exercice,
qu'on arrive à savoir au bout de combien de temps un cheval a besoin d'une récréation. Est-ce qu'il faut faire les exercices 2 jours de suite, 3 jours de suite, ou au contraire avoir un jour off entre? Alors intuitivement, les gens le font, hein, c'est très empirique, c'est incroyable même le nombre de choses qu'on a appris par empirisme, mais néanmoins, on doit faire encore mieux. Donc pour moi, l'équitation doit prendre en main sa réalité d'aujourd'hui et avoir le projet d'être homme et femme de cheval au XXIe siècle dans le respect de soi-même et le respect de son cheval. Parce que beaucoup de maltraitances de l'animal viennent d'abord d'une souffrance de l'être humain ou d'une maltraitance reçue de l'être humain qui est ensuite restituée au cheval. Voilà, c'est le trajet que je vous propose. Et puis ça, c'était pour conclure une image que j'aime bien parce que c'est un cheval de concours complet qui a fait les jeux très honorablement à 18 ans. Et je pense que si on arrive à amener des chevaux de cet âge-là, à ce niveau de performance, et ben c'est peut-être qu'on a quand même été respectueux de ce bel athlète. Le thème majeur de ces conférences, c'est, en résumant, c'est éthique et dressage. Il y a une formule que j'aime beaucoup, qui a en plus l'avantage d'être lapidaire, et qui est due à Louis Wachter, qui dit « Le dressage tient en 2 mots, justice et justesse ». Effectivement, l'une ne peut aller sans l'autre. En effet, comment concevoir un dressage pleinement respectueux du cheval, question de justice, qui ne soit fondé sur sa nature profonde à faire de justesse? Anatomie, physiologie, locomotion, cinématique, neurosciences, éthologie et j'en passe, nous avons toutes les données pour établir objectivement ce qui est le plus juste dans les 2 sens du terme en équitation, et donc confortable pour le cheval. Je vous propose d'analyser la fameuse directive qui résume parfaitement la doctrine ayant le monopole mondial du dressage. Cette formule, je l'ai entendue sous toutes les latitudes. Ride your horse from behind, over the back and through the pole. Ceux qui n'ont pas entendu ça ont de la chance. En français, dans la langue de la guérinière, engage les postérieurs, tend le dos et fait céder la nuque. Si je ne l'ai pas entendu 1000 fois, je ne l'ai jamais entendu. Donc voyons ce que le cheval peut avoir à nous dire là-dessus. Et on va être dans le concret. Allons-y. From behind. Alors, ça, c'est un dessin comme on en trouve dans beaucoup de manuels, et qui montre que le cheval se rassemble en se raccourcissant par l'arrière. Donc, vous avez en vert le bipède à l'appui. On voit que les membres sont parallèles. Et ensuite, le bipède diagonal du cheval rassemblé avec des membres qui convergent. Bien. Le problème, c'est que quand vous observez des photos, et par milliers si vous le voulez, on n'en manque pas, sur tous les aspects du trot, du plus étendu au plus rassemblé, les membres qui composent le diagonal à l'appui restent parallèles du début à la fin. Les foulées se raccourcissent. Les bases, jamais. Exemple, la forme la plus rassemblée du trot, qui s'appelle le passage. Vous prenez autant de photos que vous en voulez, ceux-là étaient pas maladroits, j'ai entendu dire. Non seulement les bases se raccourcissent pas par l'arrière, mais même elles s'allongent. Quand vous voyez le nombre de photos où les jarrets sont en retrait, et des passages brillants. Je continue, celui-là aussi était pas maladroit. Vous voyez un passage brillantissime, avec des postérieurs qui sont en retrait. Et vous voyez ça à 9 photos sur 10. Donc, qu'est-ce qui se passe au passage? Quand un cheval rassemble son trot, il rebondit d'un diagonal sur l'autre en avançant. Et pour avancer, il faut pousser. Et tout geste de propulsion est un désengagement. Un cheval ne se pousse pas avec les postérieurs qui restent sous lui. Donc, il faut admettre qu'il y a 2 formes de rassembler. L'un qui se fait dans le mouvement en avant sans aucun raccourcissement des bases de sustentation, et un qui se fait en place avec raccourcissement des bases de sustentation. Je rappelle toutes les gravures que vous avez montrées. Alors, évidemment, c'est dans l'arrêt rassemblé, c'est éventuellement dans le reculé, c'est au piafé et c'est au galop quasi sur place. Mais répétons-le, Maître Cheval nous dit, écoutons-le, dans le mouvement en avant, le rassemblé ne se traduit jamais par un raccourcissement des bases de sustentation.
En conséquence, parce que les conséquences sont toujours instructives, pas de compression du cheval entre le frein et l'accélérateur, autrement dit les mains et les jambes. Donc exit la demi-parade. Moi, c'est ma conclusion en ligne directe. Et on recommanderait plutôt main sans jambes et jambes sans main. Peut-être ça vous rappellera quelque chose. Continuons. Donc on voit que from behind, ça marche pas trop. Over the back. Donc l'importance du dos, qui n'est pas à nier, qui a été répété ici. Parlons d'abord du fameux engagement des postérieurs. On vient de le voir. L'histoire du raccourcissement par l'arrière, de l'engagement des postérieurs dans le mouvement en avant, ça tient pas. La théorie, quand on pousse un peu, qu'on pose des questions, qui dit la tension du dos, la surtension du dos, qui est la conséquence de l'engagement des postérieurs, provoque le relèvement de l'encolure. En conséquence, ne la demandez jamais avec les mains. Eh bien, un maître cheval nous répond, engagement des postérieurs, il n'y a pas, surtension du dos non plus, et le relèvement de l'encolure, vous le chercherez ailleurs. Je continue avec la fameuse incurvation d'ensemble. Donc, on a tous appris qu'un cheval tournait correctement en s'incurvant régulièrement de la nuque à la queue et en adaptant sa colonne vertébrale à la courbe qu'il suit. Bon, les traités de locomotion manquent pas, il y en a plein. Voilà quelques schémas issus de équitation raisonnée du commandant Licard, mais il y en a des tonnes. Et en résumé, très résumé, on peut dire que le cheval fait onduler sa colonne vertébrale dans le plan vertical au galop, c'est en très simplifié, et dans le plan horizontal au pas et au trot. Et quel est le mécanisme? Eh bien, quand le côté qui devient concave, et très discrètement, sur le dessin c'est accusé volontairement, le côté concave correspond à des membres qui convergent, et le côté convexe à des membres qui divergent. Donc le cheval se déplace en ondulant. Et maître cheval de conclure, les ondulations de la tige vertébrale sont au cœur de la locomotion. Figer le segment dorsal-lombaire dans une flexion latérale est incompatible avec tout mouvement en avant. C'est ennuyeux. Et les preuves ne manquent pas. Il y a Harry Bolt, champion olympique, donc orthodoxe, on peut l'accuser de rien, a écrit un bouquin dans lequel il détaille toutes les figures de toutes les reprises jusqu'au Grand Prix spécial avec des photos en vue aérienne. Autrement dit, il y a des centaines de photos. Il n'y en a pas une qui montre l'incurvation en question. Pas une. Regardez vous-même, c'est des dessins faits fidèlement d'après ces photos. On voit le pli de l'encolure, de flexion dorsale, rien. Autre preuve, et là également, on retrouve ça chez De Carpentry également, dans l'épaule en dedans correcte, si le cheval est incurvé, les postérieurs ne croisent pas. Mais qui a vu ça? Regardez Harry Bolt lui-même. On voit que le segment dorso-lombaire n'est pas ployé. Et on voit que les hanches forment un angle par rapport au mur et que donc les postérieurs croisent. Même modérément, ils croisent. Donc, en conclusion, le cavalier peut maintenir le pli de l'encolure, mais le reste de la tige vertébrale continue d'onduler à chaque foulée. Alors, on peut en conclure que on m'a souvent dit ça, c'est pas grave, d'accord, ça se produit pas. Attendez, l'incurvation, qu'il s'agisse d'incurvation ou d'engagement des postérieurs, le cheval demande ça avec des jambes actives, voire très actives, voire avec les éperons. Et il y ajoute des mains actives pour pas laisser le cheval accélérer, surtout quand c'est un jeune cheval et qu'il apprend. Au total, on a un emploi simultané d'aides contradictoires qui perturbe le cheval, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il finit par se blaser et puis écouter tout ça, tout simplement parce qu'il n'y comprend rien. Et tout cela, ces aides contradictoires et voire lourdes, pour des choses que le cheval ne peut pas faire. Donc on perd son temps et on l'enquiquine. Maître cheval résume, l'engagement des postérieurs et l'incurvation d'ensemble sont des vues de l'esprit, oubliez-les. Les jambes déterminent l'activité et canalisent les hanches, et c'est déjà beaucoup. Je continue avec maintenant le rôle de l'avant-main. On a parlé des hanches, on a parlé du dos, parlons maintenant de l'avant-main. Comment les chevaux tournent? Alors, pas en s'incurvant, ça on le sait. D'ailleurs, si c'était bon pour eux, ils le feraient tout seuls, ils ne le font jamais. Quand on voit un cheval tourner libre, même monté, qu'est-ce qu'il fait? Il met la tête à l'extérieur. 99 fois sur 100. Alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est un fait, c'est tout. Et pourquoi les chevaux font comme ça?
C'est la loi d'économie. Hein. C'est en mettant la tête vers le dehors qu'un cheval peut le plus facilement surcharger l'épaule du dedans, qui n'est pas l'épaule intérieure en l'occurrence, évidemment. Hein. Bon, voilà, il faut en prendre note, l'enregistrer et peut-être même s'en servir. Je continue. Donc, tourner pour un cheval, c'est pas une affaire d'incurvation, c'est pas la SNCF à l'œuvre, c'est une question de changement d'équilibre entre les épaules. On met plus de poids sur la droite ou sur la gauche. En conséquence, quand il s'agit de tourner, eh bien, des aides latérales suffisent. Hein, par exemple, dans un cheval dans le pli à gauche, on va pouvoir tourner à gauche avec l'assiette à gauche et une rêne d'ouverture gauche. Il n'y a pas besoin de plus. Et on pourra tourner à droite avec l'assiette à droite et une rêne d'appui gauche. Je continue sur le rôle de l'avant-main. Les épaules arment et déclenchent le saut. Vous voyez sur cette photo-là, le cheval a déjà monté l'encolure, les épaules et les genoux. Il a décollé du sol et les postérieurs sont pas encore au sol. Donc il est clair que c'est le bout de devant qui déclenche le saut. D'ailleurs, l'aptitude à l'obstacle, c'est le cheval qui a cette capacité à frapper de devant, hein, et à monter ses épaules et ses genoux très vite pour avoir l'angle de tir et laisser les hanches faire le reste du travail. Donc les épaules commandent, encore une fois. Et puis, c'est pas tout. L'obstacle, c'est instructif aussi, même en dressage. Quand un cheval, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de situation dans laquelle un cheval doit étendre, se déplier et se replier aussi vite qu'au-dessus d'un obstacle quand il saute bien. Voilà comment un cheval utilise son encolure pour étirer et arrondir toute sa ligne du dessus. Comme ça, encolure proche de l'horizontale, nez en avant. Jamais il ne l'enroule. Voilà, donc l'extension d'encolure, ça doit être quelque chose comme ça. Et ça doit permettre au cheval d'aller sur la main, d'étirer toute sa ligne du dessus, et de développer l'amplitude de ses allures naturelles. Et il y a des contrefaçons qu'il vaut mieux éviter, même si elles sont à la mode. Autre question se rapportant à l'avant-main. Comment un cheval se rassemble? Je vais vous raconter l'histoire d'un cheval qui s'appelait Michelangelo. Il y a des témoins ici qui l'ont connu. Qui étalon traqueneur de 15 ans, forte personnalité, allure modeste, produit des chevaux d'obstacle. Les professionnels qui ont eu affaire à lui, ou l'inverse, je ne sais pas, ont tous dit qu'il avait un caractère difficile, un mauvais dos, ça le mauvais dos, c'est la clé de tout, et qu'il était inapte au rassemblé. Les propriétaires du haras de Webelsgrund, c'est pas loin de Hanovre, étaient désespérés. Ils me proposent de travailler le cheval, et me disent, voilà, dans un an pile, on voudrait que vous le présentiez à la semaine des traqueneurs à Neumünster. C'était en novembre 2000. J'ai été assez idiot pour dire banco. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce cheval qui était monté, gourmette serrée à bloc, muserolle serrée à bloc, régulièrement enrainé, encapuchonné, monté à grand renfort de demi-parade, agressif avec la cravache, et j'en passe. J'ai commencé par tout desserrer. J'ai continué en lui ouvrant la nuque, une horreur. Je lui ai ouvert la nuque, je lui ai fait faire des flexions latérales complètes, pour éliminer les raideurs. Je lui ai fait allonger l'encolure. J'ai jamais employé les mains et les jambes en même temps. Je l'ai recollé en avant. Hein, bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Il a fallu lui remonter l'encolure au maximum pour lui dégager l'avant-main, parce qu'il avait tout son poids dessus. Et puis, il a fallu également que je lui apprenne à monter ses épaules l'une après l'autre. Vous faites des jambettes et du pas espagnol, et vous y arrivez très bien. Alors, on me dira peut-être que c'est du cirque, mais il y a du cirque qui est plus classique que de ne pas y arriver. Et en combinant le pas espagnol et le trot, il est arrivé à un passage plus que correct. Pourquoi? Parce que c'est l'avant-main qui commande. Donc, la priorité est à l'allègement des épaules, à la montée des épaules et à la locomotion. Et la verticalisation du chanfrein viendra après. Mais si on met la charrue avant les bœufs, alors on décrète que des tas de chevaux ne sont pas faits pour le dressage. C'est le dressage qui n'est pas fait pour eux. Le cheval en question est aussi arrivé de cette façon-là au piaffe. Ce qui montre que le relèvement extrême de l'encolure, quand il est nécessaire, n'empêche pas l'engagement des postérieurs. Après, il s'est fléchi. Le cheval en question, à Neumünster, il a présenté tout le travail de piste aux 3 allures, les changements de pied au 2 temps, le passage, le piaffe et le pas d'école. Voilà, donc ça dit clairement ce qu'il en est. Je résume, l'activité du dos et de l'arrière-main sont indispensables,
mais pas suffisant, car tout trouve son origine au niveau de l'avant-main. Dans le mouvement en avant, le rassemblé dépend du grandissement de l'avant-main et non de l'engagement des postérieurs. Il faut arrêter avec l'engagement des postérieurs. La main doit enseigner le relèvement de l'encolure. C'est primordial, naturel et donc classique. L'extension d'encolure correcte, c'est une encolure sur l'horizontale et le nez en avant de la verticale. Encapuchonnement, hyperflexion, roll-cure et autres deep and round sont des procédés contre nature et donc inacceptables. Il paraît qu'on en revient, moi je ne le vois pas beaucoup, mais enfin, d'accord sur l'intention. J'ai également quelques apports scientifiques intéressants sur le rôle de l'avant-main. Le département de zootechnie de l'université de Kassel a mené une étude sur la corrélation entre l'attitude de l'encolure et la hauteur au garrot. Alors, pour rappel, c'est un muscle, ça, c'est curieux, mais en général, on n'en parle pas de celui-là. C'est précisément celui qui relève la base de l'encolure et la cage thoracique, les serratus. On parle de tous ceux qui sont au-dessus, là-haut, mais celui-là, on l'oublie. Voilà, ce sont les muscles qui participent au soutien de la cage thoracique entre les épaules. Il n'y a pas que, évidemment, il y a des ligaments, etc. Mais c'est eux qui travaillent quand ils relèvent l'ensemble. Alors, le principe de l'expérience, c'est des chevaux sur un sol parfaitement horizontal dans 3 positions. Nez par terre, nuque à l'horizontale du garrot, encolure, nuque relevée au maximum, nuque ouverte, évidemment. Le cheval tout nu ou le cheval avec le poids du cavalier. Bon. Le protocole expérimental, c'est 50 chevaux, mesure au télémètre laser au millimètre près, et voilà un tableau, 3 mesures dans chaque position, et la moyenne et tout le bazar, un travail sérieux. Voilà ce que ça donne. Quelques profils types. Vous avez en bleu le cheval nu, en rouge le cheval monté. On voit que le poids du cavalier fait descendre la cage thoracique énormément et que le relèvement de l'encolure, même à l'arrêt, fait retrouver au cheval la hauteur qu'il avait encolure haute sans le cavalier. Deuxième cheval avec un profil un peu différent, même chose. Troisième cheval, le relèvement de l'encolure améliore la situation, mais pas complètement. Quatrième cheval, avec un profil encore différent, même chose. Le cheval retrouve la hauteur qu'il avait sans cavalier. Et au total, 100% des chevaux, c'est-à-dire 50 sur les 50, remontaient leur garrot en remontant l'encolure, dans une attitude complètement naturelle. Plus ou moins, à des degrés divers, mais tous sans exception. Alors, les conclusions de ça, vous me direz si elles sont abusives. L'étude scientifique montre que le relèvement de l'encolure permet au cheval de remonter la cage thoracique, de reporter le poids vers l'arrière et de compenser la charge du cavalier. C'est pas rien. Encolure sous l'horizontale, le cheval monté subit un enfoncement record de la cage thoracique entre les épaules. Donc, les inconditionnels du nez dans le sable, il y en a eu de célèbres, il y en a encore, du nez dans le sable et du très bas et rond, eh ben, il vaudrait mieux qu'ils s'abstiennent, parce qu'on écroule les épaules, c'est tout ce qu'on fait. On fait travailler tout. Enfin, c'est comme si on décidait de s'initier à la danse classique avec un sac de sable sur les épaules et penché en avant en plus. Bon. Et quand on nous dit, parce que la main c'est l'horreur en équitation, mais si on s'en sert mal, oui. Le cavalier ne doit en aucun cas demander le relèvement de l'encolure du cheval avec ses mains. Oui, parce que ça doit venir de l'engagement des postérieurs. On a vu de quoi. Bon. Maître cheval répond si, bien sûr. Quoi d'autre? Autres données intéressantes de neurosciences qui sont rapportées par Andrew MacLean dans un livre Les sciences équitation qui est très intéressant. Là, les allures sont déterminées par 2 réseaux locomoteurs. Ce sont des oscillateurs qui distribuent l'influx nerveux. Il y en a un qui se situe à hauteur du garrot, un autre à hauteur du rein. Et les conclusions des spécialistes de neurosciences valent le détour. Ils nous disent en substance que les antérieurs déterminent en premier et que les postérieurs viennent ensuite. Donc, je résume. Les épaules agissent, les hanches réagissent. Tout commence devant. Ça confirme ce qu'on a dit.
Et leur conclusion finale, la dominance biomécanique des antérieurs est mal comprise parmi les entraîneurs qui insistent sur le rôle des postérieurs. Dans les faits, avec le contrôle des épaules, avoir le contrôle des épaules est le moyen de parvenir à la maîtrise des hanches. Exactement le contraire de ce qu'on entend la plupart du temps. Ça mérite qu'on s'interroge quand même, me semble-t-il. Je vous amorce la suite, même si on ne peut pas aller à la fin. La tête et l'encolure. Bon, la main est en relation avec la bouche est tout près du cerveau, pour la com, c'est pas mal, et elle est à l'extrémité d'un balancier, pour l'équilibre, c'est bien aussi. Mais la main l'embouchure repose sur la langue, qui est hypervascularisée, innervée, hypersensible. Et la langue est reliée à tout ce qu'on veut, hein, à la nuque par des muscles, au sternum, et j'en passe. La bouche du cheval est un carrefour d'innombrables synergies. Rien de ce qui concerne au moins l'avant-main ne lui est étranger. Donc des pressions fortes ou continues sur la langue ou les barres sont douloureuses et traumatisantes, physiquement et psychologiquement. Elles sont à exclure. En conséquence de quoi, la règle, ça doit être le contact et pas l'appui, le fameux appui dont on entend souvent parler. Comment le cheval tend les rênes ? Bougez pas, mettez-vous sur un cheval dans une attitude naturelle, puis quand vous sentez vos rênes, la tension qui augmente, qu'est-ce qui s'est passé ? Le cheval a mis le nez en avant. En conséquence, on peut dire que le cheval tend les rênes avec sa nuque, en l'ouvrant. Et c'est bien intéressant de garder ça en tête. Pourquoi ? Parce que si on envisage la session initiale du cheval en fléchissant la nuque, et ne me dites pas que ça ne se fait pas, qu'est-ce qui va se passer ? Le cheval qui apprend, hein ? Alors c'est avec des rênes fixes à la longe ou Dieu sait quoi, mais enfin, il commence comme ça. Hein. Le cheval passe de fait en arrière de la main. Il apprend à cesser de tendre les rênes, plus ou moins. C'est la porte ouverte à l'encapuchonnement, à l'hyperflexion et au reste. Parce que les vraies causes, c'est ça. C'est rien de génial. C'est la conséquence d'une maladresse ou d'une conception erronée. Et potentiellement, le cheval peut passer derrière les jambes. Je vais conclure. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous parler de tout ce qui régit la main, l'emploi de la main, les mains basses ou pas basses, etc., etc. Voilà un cheval, il se trouve que c'est le mien, pendant des présentations publiques en Allemagne. J'ai pas tout le temps les mains basses, mais il va pas trop mal. Et il faut bien admettre, on n'a pas eu le temps de parler de la session de mâchoire adresse, c'est dommage, parce que tout ça, bon, hein, il faut choisir. Ou bien l'emploi de la main, c'est une épreuve de force entre l'encolure du cheval et la main du cavalier, matériaux contraignants à la clé, ou bien c'est un dialogue entre la bouche du cheval et la main du cavalier. Alors, les conclusions générales. La fameuse formule que je vous ai énoncée au départ, eh bien, le cheval nous dit, c'est un dogme équestre qui ne correspond à rien aux besoins biologiques du cheval. On l'a vu par le menu, hein, point par point, même en écourtant beaucoup. Et à mon sens, c'est ce qui explique pourquoi le dressage a besoin de chevaux d'aptitude exceptionnelle, parce qu'il ne faut pas penser simplement à la compétition. C'est le dressage que les gens apprennent pour dresser tous les chevaux, hein, puisque c'est la référence. Ça explique également qu'ils recourent aussi souvent à des palliatifs autoritaires. Je veux parler des museroles serrées, doubles, renforcées, il y en a un nouveau modèle tous les ans, de l'emploi d'enraînement, etc. Tout ça n'est pas normal. Et au total, ça explique aussi qu'il y a un pourcentage élevé de casses, c'est-à-dire d'échecs ou de chevaux qui trinquent. J'entends dire que ça s'améliore. Je veux bien et je le souhaite. C'est malheureusement loin d'être ce que je vois et je vois beaucoup. Donc, Maître Cheval recommanderait plutôt la formule suivante. Dialoguer avec la bouche, ça vous permettra de prendre possession de l'encolure, de contrôler les épaules, puisqu'on a vu que c'était ce qui déterminait le reste. Laissez le dos tranquille faire son travail, c'est-à-dire par exemple trotter, enlever quand vous n'avez pas vraiment besoin d'être assis. Dressage, ça ne veut pas dire assis, ça veut dire utile et efficace. Plus ces conditions seront réunies, plus vous pourrez maîtriser les hanches et réclamer d'activité. Voilà. Ouais, au terme de cette étude, il me semble que la vraie bonne question à traiter, peut-être l'année prochaine, allez savoir,
Ce n'est pas que faire pour le confort du cheval de dressage, mais quel dressage pour l'épanouissement de n'importe quel cheval. Et à propos de n'importe quel cheval, je voudrais vous montrer des chevaux de toutes sortes qui ont été mis par des instructeurs de l'école, la mienne. Hein, voilà, au Piafé. Vous avez un cheval de trait, un cheval arabe, un Connemara, un étalon Mérins, 2 Mourgès, c'est des chevaux du sud de l'Italie, un non constaté, pas d'origine, mais ça marche quand même, une jument Haflinger, un Westphalien, un cheval espagnol, un autre cheval, un Lusitanien, un Selle français, une Trakehner, un cheval espagnol, un Lusitanien, un Hanovrien encore, un Lipizan, un Belge, un Lusitanien, un cheval hollandais, un cheval espagnol, 2 chevaux lusitaniens. Bon, donc ça peut marcher, non ? Merci beaucoup aux 3 intervenants. Alors c'est sûr, c'est très frustrant cette histoire de temps. On aimerait pouvoir y passer plus de temps sur les présentations. Mais bon, je voulais aussi garder du temps pour les questions. Voilà, donc si les 3 intervenants peuvent venir me rejoindre, et je vais commencer tout de suite par poser des questions qui ont été posées par écrit. Alors, il y en a 2. Il y en a 2. Alors, donc, quels indicateurs de bien-être pouvez-vous donner pour montrer que votre cheval est un athlète heureux et que son mental est respecté ? Et également une autre question, donc, qu'est-ce que vous entendez par le respect du cheval ? C'est peut-être à moi que cette question s'adressait. Alors en fait, on a un document important. C'est ce que s'appelle l'échelle de progression, mais c'est pas le petit tableau. C'est un document qu'a fait la fédération avec plusieurs intervenants, dont le général Durand, enfin un certain nombre de personnalités. On a fait un document à partir du document de la FEI. On l'a adapté un peu à notre culture française. Alors dedans, on trouve justement les différents points expliqués, et le point 3, le point 2, c'est à peu près de la souplesse et la décontraction. Et dans la décontraction, on a des éléments qui rejoignent un petit peu la question, qui est exactement, c'est dit quoi ? Les indicateurs du bien-être de l'athlète heureux. Nous, on a quand même des indices par rapport à la souplesse et la décontraction. Cette décontraction qui relève justement que le cheval est dans un bon état, c'est quoi ? C'est une expression qui est d'abord sans anxiété. C'est-à-dire que le cheval, on se dit, bon, il est plutôt bien et confiant. Le deuxième observable, c'est par rapport aux oreilles. Les oreilles sont extrêmement expressives de l'attention mentale du cheval. Donc, il peut pointer les oreilles parce qu'il regarde quelque chose, ou il peut les avoir à peu près neutres, ou il est à l'écoute, il en recule parce qu'il sent quelque chose sur son corps. Donc, les oreilles doivent rester toujours attentives et permettre de voir si le cheval est dans une attention, une perception positive, et non pas un côté un peu comme ça a été signalé avec un cheval qui était plus réactif. On a l'autre indicateur également de bien-être et de décontraction. Alors c'est culturel à l'équitation, c'est l'histoire de la décontraction de la bouche. C'est pour ça que ça a été signalé, mais les fédérations ont intégré ça, parce que avant on n'avait pas besoin de le préciser. Et puis les gens se sont mis à serrer les museroles parce qu'ils ont voulu plus de précision, puis ils ont fait plus fort, puis les cavaliers étaient moins adroits. Et puis aujourd'hui on fait machine arrière, on dit attention, le cheval doit pouvoir se décontracter. Donc la bouche doit être décontractée, le cheval doit pouvoir mâcher son mort. Si on la ferme trop, qu'il est verrouillé avec le cabeçon, c'est pas possible. Hein, quand je vois les filets attachés, par exemple, dans l'anneau, ça passe à la nuque et ça va de l'autre côté. Là, c'est une torture, c'est pour faire une flexion directe à la bouche. Donc c'est pas possible. Il faut que le cheval puisse décontracter sa bouche, pouvoir mâcher son mort. Ça veut pas dire qu'il faut non plus avoir la bouche complètement ouverte. On voit bien que quand on met pas de muserolle, ce qui était le cas autrefois, hein, enfin pendant une période, on avait vu que les chevaux ouvraient la bouche parce qu'ils gardaient la nuque dure. Donc on a des solutions à trouver, pas la muserolle verrouillée et la muserolle qui permettent au cheval de mâcher son mort. Le règlement français actuellement dit 2 doigts sur le côté.
Voilà. Alors ça peut être plus, ça peut être moins. Après, chacun fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le voit bien que ça apparaît, et même en compétition internationale, puisqu'on voit des bouches ouvertes et des chevaux qui ont la bouche morte alors qu'elle est ouverte. Ça, c'est pas bien. Et en tout cas, maintenant, les juges peuvent le voir. L'autre élément sur la décontraction, le côté un peu heureux, c'est l'aspect de la respiration calme et bien rythmée. Si on a un cheval qui respire de manière heurtée, ça, c'est pas bien. Donc ça, c'est un autre indicateur. Donc les oreilles, la bouche, le regard et la respiration. C'est ça qui donne des témoignages. C'est dans le point 2 de l'échelle de progression. Ça veut dire que c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte, y compris quand on juge. Ce que vous dites sur la bouche est tout à fait juste. Évidemment que la mâchoire doit être mobile. C'est dommage que j'ai pas pu l'expliquer parce que c'est la première session que le cheval doit donner. Ça doit être la bouche et pas la nuque, évidemment. Hein, puisqu'on communique avec la bouche et pas avec la nuque, pour commencer. Donc les museroles serrées... Non, je veux dire, soyons clairs. Disons clairement maintenant que les museroles serrées sont interdites, y compris au travail. Que les museroles doubles, en conséquence, n'ont pas lieu d'être. Hein, d'autre part, monter sans muserolle devrait pour le moins être autorisé, car on peut parfaitement monter sans muserolle sans avoir un cheval qui bâille. Parce que là, on ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise main. Impossible. D'ailleurs, toutes les photos que vous avez vues là, les chevaux étaient sans muserolle. Et ils étaient au piafé. Donc c'est parfaitement possible, mais avec un autre emploi de la main. Moi, j'ajouterais aussi que la notion de cheval heureux, je pense que moi, je ne suis pas spécialiste, on va dire, de l'aspect strictement équitation. Je pense qu'il y a un aspect aussi intuitif dans le regard qu'on peut porter sur son cheval au travail. Je pense que les défenses, la rétivité sont des éléments qui demandent à être analysés. Au minimum, il y a une incompréhension ou une impossibilité de réaliser ce qui est demandé, ce qui ne va pas de pair avec un athlète heureux. Mais après, il y a tout un tas de signes. Est-ce que mon cheval a bon appétit ? S'il ne mange pas les soirs où je l'ai monté, il faudrait quand même se poser des questions. Est-ce qu'il est en bel état ? Est-ce qu'il vient vers moi quand j'arrive au box ? Est-ce que c'est un être vivant ? Si vous avez l'impression que votre cheval est autiste, il y a peut-être un problème. Peut-être aussi qu'il a un caractère très introverti. Ça existe. Mais c'est quand même un animal extrêmement sociable. Donc je pense qu'il y a des questions un peu générales qui est le ressenti global qu'on a de son cheval et les signes vitaux habituels. Est-ce qu'il est en bel état ? Est-ce que quand je le lâche au paddock, il part en coup de cul ? Tous ces signes-là sont des signes de bonne santé, mais aussi d'un cheval qui est, on va dire, bien dans sa peau. Ok, alors, une autre question donc, concernant l'hyperflexion. Alors, Alain Franqueville, vous avez dit que c'était une équitation ancienne issue de Baucher. Or, ayant appris à monter dans les années 80, je n'ai vu arriver l'hyperflexion que très tardivement dans les années 2000. Quel serait ce lien mystérieux avec une équitation prétendument plus ancienne ? Et en même temps, je n'ai pas compris à partir de quel degré l'hyperflexion commence, selon vous, et que veut dire qualité du contact ? Alors, tout ça, c'est une bonne question et c'est relié à la notion de contact et d'attitude. Le contact, il est défini par la fédération dans le glossaire. Ça peut être mieux, mais c'est déjà quand même pas mal. C'est le rapport qui existe entre la bouche du cheval et la main du cavalier lorsque les rênes sont ajustées. Ça, c'est le contact. Les rênes pas ajustées, il n'y a pas de contact. Et on doit d'abord les avoir ajustées. Après, la qualité du bon contact sont une relation de l'arrière vers l'avant, c'est-à-dire que c'est pas la main qui va prendre le contact, c'est un cheval qui va en confiance, comme l'a rappelé Philippe Carr, sur la main, il vient vers la main. C'est pour ça que dans les reprises, on a 2 exercices qui permettent de vérifier la qualité du contact. On peut rompre le contact, donc on peut s'en passer. Le cheval n'est pas accroché à la main. Et on peut aussi vérifier que le cheval, il est plutôt orienté dans le bon sens, que si on laisse filer les rênes, il va aller pas s'enfermer, il va pas aller au-dessus de la main, mais il va plutôt aller vers l'avant et vers le bas. Donc c'est ça un peu la qualité. Donc on l'apprécie de cette manière-là. On peut nuancer à volonté la tension de rêne. Quand on fait un trot allongé, quand on ralentit, il faut bien un peu agir, c'est évident. Quand on aborde un obstacle, on règle la foulée, il faut bien s'en occuper. C'est pas pour ça qu'on fait de la mauvaise équitation, mais le cheval doit l'accepter. Ça veut pas dire qu'on est en permanence avec une tension de rêne trop forte. Donc ça, c'est la notion de contact. Et
la notion d'hyperflexion. Alors l'hyperflexion me fait une question par rapport à l'historique. Bon, effectivement, c'était passé un peu en désuétude. À part à Saumur, on utilisait ça. Enfin, c'était exceptionnel, mais je veux dire, on avait continué parce qu'on était dans la ligne bauchériste, donc on avait une tradition de l'enseignement de ces techniques-là. C'était le ramené outré, ça s'appelle l'hyperflexion. Dans le ramené outré, qui est défini par Favreau de Kerbrecht, Bedan, et y compris par Baucher, le cheval doit être vraiment, en gros, il se touche le poitrail. Hein, c'est ça, l'hyperflexion, le ramené outré. Donc on est dans le maximum de la flexion, hein, ce que fait naturellement un cheval quand il se mord. Si vous avez regardé les chevaux, il y a une mouche ou je sais pas quoi, ils le font. Et l'idée, c'est que ces exercices-là, ils étaient faits par Baucher, par sa logique de Baucher, pour avoir le contrôle de l'encolure. Mais ça durait pas 2 heures, hein, c'était hop, il le fait, tac, le cheval accepte, il repart. Bon, après, c'est tombé un peu en désuétude parce que on considérait que ça n'était pas vraiment à faire et que c'était plutôt à mettre de côté. Et c'est revenu un peu au devant de la scène parce que c'est le docteur Schultenbaumer, qui était l'entraîneur de Nikolupov, avait cherché dans des documents anciens pour trouver des formules pour arriver à mettre plus de propulsion, pour avoir plus de gesticulation. Du coup, il fallait quoi? Plus de contrôle. Pour avoir plus de contrôle, il fallait trouver quelque chose. Alors, soit on tire plus fort, mais au bout d'un moment, ça va pas. Le cheval dit, il y en a marre. Ou bien on le prépare par une gymnastique adaptée. Et il s'est rendu compte qu'il y avait chez Baucher un gars qui avait déjà fait ça. Et puis, Steph Janssen a repris. J'en ai parlé avec lui et il connaissait tout à la page près. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait été dans la recherche. Donc, il y a eu une rupture, un abandon. En tout cas, c'était continuer d'être utilisé, mais pas mis sur le devant de la scène. Lui, il l'a mis et ça lui a permis de battre les Allemands avec sa cavalière, parce qu'il utilisait ça pour mettre plus de jus. Mais c'est vrai qu'au bout de 6-7 minutes, le cheval un peu en avait marre et il n'arrivait plus à avoir des arrêts corrects à la fin. Donc il a poussé le bouchon très loin. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là. Parce que la Fédération internationale dit, ça a pris du temps. Hein, ça a pris peut-être 5 ou 6 ans ou 10 ans même pour arriver à stopper la machine. On l'a stoppé et maintenant ça fait plus de 10 ans que c'est interdit. Mais ça a duré un certain temps. Hein. Pourquoi? Parce que c'était pas précisé dans les règlements et que lui, il a eu l'idée de vouloir battre les Allemands. Et pour battre les Allemands, il a fallu qu'il aille plus loin. Maintenant, on le fait plus. Et quand vous regardez les meilleurs cavaliers internationaux, les cavaliers allemands et autres, anglais, ils font pas ça, hein, c'est terminé. Mais ça n'empêche que ça a été une mode. Et alors le problème, c'est que ça dure, parce que quand vous avez des champions qui ont fait ces choses-là, eh ben les gars ils regardent, il a fait ça, donc on fait ça. Et alors ils le font sans formation, sans exercice, et les durées des exercices sont pas bons. En tout cas, ils peuvent plus le faire, y compris en France, même à la détente, c'est interdit. Alors il y avait une autre question par rapport à ça. Dans les années 80, ben oui, c'est revenu, mais c'est maintenant reparti. Alors je n'ai pas bien compris à partir de quel degré l'hyperflexion. L'hyperflexion commence, en gros, l'hyperflexion, c'est quand il y a un excès. Quand le rond est bas, c'est pas du tout de l'hyperflexion. Le cheval un peu légèrement de ça de la verticale est bas, c'est pas de l'hyperflexion. Par contre, s'il est nettement de ça de la verticale, en gros enfermé, ça c'est de l'hyperflexion. Donc ça peut être soit un cheval qui lâche la main, c'est pas de l'hyperflexion, c'est le cheval qui lâche la main, il échappe à la demande de la main et au mort vers l'arrière. Donc ça, c'est une faute d'équitation et en même temps du cheval qui dit « j'en ai marre ». Ou bien c'est le cavalier qui le fait parce qu'il tire trop fort sur les rênes et il met le cheval dans une attitude inadmissible. C'est pas normal. Voilà. Peut-être Philippe peut ajouter le bruit. Ah pardon. Je sais pas pourquoi je veux votre micro absolument. Je peux dire des bêtises avec le mien. Oui. Ce qui a été dit là... Si c'est interdit maintenant, j'y souscris. Maintenant, on sait bien que les articles de loi ne valent que par les décrets d'application et le personnel pour faire respecter. Maintenant, concernant le fameux parallèle hyperflexion, Baucher le faisait déjà. Je voudrais juste ajouter une chose. C'est quand il s'agit d'hyperflexion chez des baucheristes. D'ailleurs, on appelle ça ramener outré et pas hyperflexion. Bon. De quoi il s'agit? C'est fait sur des chevaux qui sont déjà très éduqués, qui donnent leur bouche, qui sont décontractés, qui sont flexibles complètement à droite à gauche, qui allongent l'encolure, qui la remontent, et qui, pour une raison ou pour une autre, ont cette défense qui consiste, bien qu'ils soient éduqués, eh bien, à ouvrir la nuque et à dire au revoir. Qu'est-ce qu'on fait? On leur fait travailler un ramené extrême, pour bien leur faire comprendre, ça dure quelques secondes, et c'est obtenu par une main qui se fixe,
et des éperons qui se ferment à la sangle. Parce que, vous lisez bien, le ramené outré, c'est le cousin germain de l'effet d'ensemble. Donc c'est obtenu essentiellement par les jambes. On fait contracter les muscles de la région du sternum, là, qui par contagion, ça contracte en dessous, et le cheval plie la nuque, baisse la tête, donne la bouche. Bien. Ça n'a rien à voir avec le fait de pousser fort et de tirer et de garder le cheval, le menton dans le poitrail, au pas, au trot, au galop pendant des heures. Ça n'a rien à voir. Hein? Je veux dire que ne mêlons pas le nom de Baucher à cette histoire-là. Hein? C'est une pâle copie maladroite et grossière d'un truc qu'ils n'ont pas compris. Non, là, je tiens à préciser, parce que j'en ai parlé avec Steph Janssen. Hein. D'abord, lui, ça ne dure jamais longtemps, mais ça va au maximum. Ça va au maximum, et c'est pas du tout le but. D'ailleurs, ces chevaux étaient jamais enfermés, ils étaient toujours quand bien. on voit Anke van Gruisven à la détente, il y a de quoi hurler. Oui, non, mais je vous dis, ça c'est interdit et c'est fini. Mais cet exercice-là venait de ça. Alors, il le faisait pas avec je dirais, la finalité, la philosophie du cavalier Baucheriste comme Bedan, qui faisait au pas, au trot et au galop. C'est écrit dans Main sans jambe, c'est très clair, il le faisait. Donc, si on le fait au galop, c'est que voilà. Mais c'était pas le but. Et eux, ils l'ont fait pas comme but, ils l'ont fait pour avoir un meilleur contrôle du bout de devant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'avaient pas tout à fait la même finalité. Et peut-être moi, je l'ai vu faire. Il poussait au maximum. C'est pour ça que les entraîneurs qui étaient classiques ont dit il faut faire quelque chose. Et ça a mis longtemps parce que c'est comme les règles, les lois, etc. Avant que ça passe en commission, que ça décide qu'il y ait une étude, ça a été long. Déjà, le fait de ramener outré avec une muserolle serrée et l'impossibilité de donner la bouche, déjà, ça colle plus. Hein? Bon, on verra les fameux progrès à venir. Ok. Oui, je pense. Encore une fois, il y a un aspect technique au-delà duquel ça me dépasse un petit peu. Après, je pense que, à l'évidence, cette attitude n'est pas faite pour être tenue, puisque même si vous montrez le schéma des voies respiratoires à un plombier, il vous confirmera que le cheval va avoir du mal à respirer. Et ensuite, par contre, je pense que ça met le doigt sur le devoir d'exemplarité des cavaliers. Dans l'absolu, c'était une drôle d'idée, mais c'était peut-être une autre époque de vouloir à tout prix rouler avec le frein à main serré. Mais néanmoins, c'est surtout qu'un très bon cavalier, il va obtenir des choses malgré des mauvaises méthodes. Mais comme il est très bon cavalier que les gens le regardent, les autres vont essayer de faire la méthode. Et ils ne seront pas aussi bons cavaliers. Donc ils n'auront que les inconvénients. Et d'autre part, quand les gens pratiquent quelque chose, ils faussent leurs sensations. Et c'est ça qui est difficile, c'est que je pense que quelqu'un qui s'est habitué à avoir un cheval en dedans de la main, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais qui s'est habitué aux sensations d'équitation, eh bien, il a perdu son référentiel sur ce qu'est un cheval juste, et donc il va falloir travailler pour retrouver ce référentiel. Alors, toute autre chose, en résumé, quels sont les 3 aspects morphologiques à choisir pour repérer un cheval prometteur facilement? Quelle est la recette miracle pour avoir un cheval de dressage? Alors, je vends sur Internet une méthode qui... Non, je rigole. Non, en réalité, la question, c'est que on en revient à l'histoire de la singularité du cheval, c'est-à-dire que le cheval prometteur, c'est qu'on en attend quelque chose. Déjà, il faut donc savoir ce qu'on en attend. Je pense que moi, je suis pas mal de chevaux, notamment en concours complet, qui font du haut niveau. Si on veut aller, on va dire, chercher une médaille, on cherche un cheval qui a quelque chose d'exceptionnel. Et avec ce cheval qui a quelque chose d'exceptionnel, on va avoir des gros défauts, parce que le cheval parfait n'existe pas. Et donc, ces cavaliers par leur expérience, ils vont faire des compromis qui seront tout à fait non satisfaisant chez un amateur ou quelqu'un qui monte même très bien, mais qui monte avec des objectifs de monter sereinement, de progresser avec son cheval. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir trouver un cheval qui cadre avec cet objectif. Et c'est vrai que pourquoi je vous raconte cette histoire de cavalier, c'est qu'on voit des chevaux à haut niveau qui ont des aplombs catastrophiques, qui ont eu des blessures qui les rendent parfois même infirmes, j'en ai vu en saut d'obstacle. On a tout un tas de défauts comme ça qui sont acceptés parce que ce cheval-là, c'est un être d'exception qui va sauter plus haut, qui va avoir une capacité à. Mais au quotidien, c'est une source d'emmerdement. D'ailleurs, pour le vétérinaire, c'est un petit calvaire de faire en sorte que ce cheval, malgré ses défauts, il continue à aller bien, qu'il puisse faire ses épreuves, etc. Je crois qu'une base de départ, c'est quand même d'acheter un cheval qui a une
qui a une conformation de la bouche qui est saine, qui a des membres à peu près d'aplomb, qui a un modèle tout simplement, j'allais dire, assez normal comme base de départ. Ensuite, il y a l'appréciation des allures, en fonction de la discipline qu'on veut faire. Si vous voulez faire de la randonnée, il vaut mieux un cheval qui a un peu de rusticité. Oui, mais je voudrais effectivement, on peut pas déconnecter la morphologie, puisque c'est la question de la locomotion. Hein. Donc, quand on choisit un cheval, on ne doit pas seulement le voir aux aplombs, à l'arrêt, en photo, on doit le voir en mouvement. Il faut 3 allures qui permettent de voir qu'il y a de l'équilibre, de la souplesse et pas de défaut majeur. S'il latéralise au pas naturellement, c'est pas la peine de s'en occuper parce que ça va prendre du temps pour le corriger, si on arrive à le corriger. Il faut aussi voir que la génétique a sélectionné, quand on voit aujourd'hui les yearlings dans les ventes en Allemagne, des destinés au dressage, je pense qu'il y a 30 ans, on n'aurait jamais imaginé de voir des jeunes chevaux sortir des allures pareilles. Oui. Mais ceci étant, on a aujourd'hui dans la morphologie, je dis bien dans la morphologie, on a beaucoup de chevaux qui présentent tout pour être prometteurs. Mais alors, dans le mental, dans d'autres aspects, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que je sais pas pourquoi il y avait un mythe. Moi, quand j'étais plus jeune, les gens pensaient que les chevaux allemands, c'était des chevaux faciles et disciplinés. Une idée toute faite, c'est pas le cas. Tous ces chevaux qu'on a sélectionnés, c'est des chevaux très délicats à monter. Et moi, je connais beaucoup de cavaliers amateurs qui achètent des chevaux destinés au dressage et puis qui ont les pires problèmes pour les monter parce que ce sont des chevaux complexes. Donc, si on parle du cheval prometteur, moi, je pense que la capacité on va dire, la capacité mentale à vivre dans l'environnement auquel il est destiné, que ce soit en termes d'équitation, de mode de vie, etc., elle doit primer sur le modèle qui fait rêver. Des choses aussi bêtes, hein, moi ça me laisse songeur, des gens qui vous amènent un cheval en visite d'achat, ils arrivent 3 ans en retard en disant on n'a pas réussi à le monter dans le vent. J'ai envie de dire, pour un amateur, le cheval qui ne monte pas dans le vent, c'est peut-être un problème plus important que de s'assurer que les radios sont parfaites. Bon, le docteur a parlé d'or. Je pense qu'on peut aussi ajouter que quand bien même vous achèteriez le cheval de vos rêves, avec toutes les qualités du monde, c'est votre équitation qui fait le reste. J'ai essayé de l'expliquer et d'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des tas de chevaux qui ont été jugés quelquefois par des spécialistes comme inaptes à, et puis on s'aperçoit qu'en s'y prenant autrement, avec une autre philosophie et donc d'autres techniques, ça marche. Donc, ce qui est à incriminer, on incrimine trop souvent les chevaux. Ils sont pas assez doués, ils sont pas assez ci, ils sont pas assez ça. C'est notre équitation qui est pas assez juste, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Et juste dans tous les sens du terme, c'est-à-dire équitable vis-à-vis du cas équitable, équitation, équilibre, c'est intéressant. Et avoir une équitation techniquement juste. Hein. Et là, vous pouvez vous poser la question à un bon moment. Oui, c'était synthétisé par le général Carpentry qui disait « Quand il y a un problème, interrogez vos aides ». On va commencer avec les questions dans la salle. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un, qui aurait une question ? L'utilisation du bas et long. Et en quoi est-ce que cette attitude du cheval vous semble incorrecte ? Si elle l'est, de votre point de vue. Oui. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est pas mon point de vue, c'est celui du cheval. Quand un cheval a besoin de développer la plénitude de ses moyens en s'étirant, c'est-à-dire quand il galope à pleine vitesse ou quand il saute, comment il dispose de son encolure ? En mettant le nez fort en avant et l'encolure, disons, aux alentours de l'horizontale. Il la met pas à hauteur des pieds, en respirant la poussière, et il n'enroule jamais. Les chevaux, à part quand ils se démangent le poitrail, n'enroulent jamais l'encolure. Absolument jamais. Hein. Et on a vu avec cette étude sur la corrélation entre la position de l'encolure et la hauteur au garrot, que plus on descend l'encolure, plus le cheval accuse le poids du cavalier, plus les épaules dégringolent, plus la cage thoracique dégringole entre les épaules. Donc, on se fait plaisir en disant « j'ai étiré le dos au maximum », mais on a un surmenage des antérieurs colossal. La cage thoracique qui dégringole entre les épaules, franchement, je vois pas l'avantage. Hein. Par contre, passer de l'attitude haute, qui améliore l'équilibre, qui allège à la main, etc., à l'attitude longue,
Et je dis long exprès, je dis pas bas, comme quand le cheval saute, c'est-à-dire le nez en avant, l'encolure à l'horizontale, pouvoir passer très vite de l'un à l'autre, dans les 3 allures et dans les 2 plis, aux 2 mains, donnez-vous ça comme base, vous allez voir. Il y a déjà du travail pour un moment. En fait, la capacité de passer de l'un à l'autre, avec un code des mains et sans ficelle et sans trucage, aucun, jamais. Hein. En ce qui me concerne, les enraînements sont absolument interdits, et à la longe et montés. C'est tout à fait clair, mes élèves le savent, ils n'ont pas intérêt à jouer avec ça. Donc, ce qui compte, c'est de passer de l'un à l'autre, passer du pli à droite au pli à gauche sans aucune résistance, de l'encolure étendue longue à l'encolure remontée. La tête par terre ou le cheval enroulé, soyons clairs, c'est des gens qui trouvent un confort pour eux dans cette situation-là. Ils contrôlent la bête, mais la bête, elle n'est pas bien. Hein, il l'empêche d'échapper, d'accord, mais à quel prix? Ça a été dit de différentes façons. Donc là-dessus, on est d'accord. Hein. Et quand on fait ça avec des chevaux normaux ou ordinaires, c'est pas des problèmes, c'est la catastrophe tout de suite. Hein. Et donc, moi, il y a une idée qui m'est chère, et même très chère, je vous dirai pas le prix, hein, c'est que le bon dressage, c'est celui qui donne, en tant que spécialité, c'est celui qui donne l'exemple à tout le monde. Et qui est applicable à des gens qui ont un cheval ordinaire et qui veulent en tirer le meilleur parti sans en changer tous les 2 ans. Pour moi, le dressage, c'est ça, avant d'être une spécialité. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à y penser comme ça. Et donc, ça va peut-être être le mot de la fin, je récuse complètement l'idée qu'on parle que de dressage et pas des autres disciplines. Si effectivement, ça repose sur ce qu'est un cheval, alors au plan physique, nerveux, mental, et tout ce qu'on veut, c'est applicable à tous les chevaux pour toutes les disciplines, parce que l'équilibre, c'est l'équilibre, la décontraction, c'est la décontraction, et je vois pas de raison d'avoir des définitions différentes selon les disciplines. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui, ça, je l'ai bien précisé dès le début, que c'était pour quelle que soit la discipline qu'on pratiquait, que c'était vraiment pour tous les chevaux. Et ben, on a encore un petit peu de temps, on peut prendre des questions. Oui, la discipline du dressage, elle a l'avantage d'avoir bien classé l'ensemble des assouplissements. Hein, ils sont maintenant dans les reprises, donc on connaît le degré de difficulté de plus en plus compliqué. Donc on fait d'abord des choses simples, des cercles, on va un peu de côté, etc. Donc tout ça, ça fait partie des assouplissements. C'est pas fait que pour le dressage, c'est fait également pour la gymnastique du cheval. J'ai vu des cavaliers à Lyon étrangers là qui travaillaient leurs chevaux. Ils avaient une position de concours avec les chaussées courts, mais je peux vous dire que les chevaux, ils faisaient épaule en dedans, flexion à droite, reculé, machin en avant. Donc il y avait cette notion de faciliter la souplesse, la maniabilité dans une encolure un peu basse par rapport à ce qu'on demanderait nous en épreuve, mais ils ont besoin d'avoir ça parce qu'après ils vont demander l'effort et ils vont mettre les chevaux en équilibre. Donc ils échauffaient et ils faisaient des assouplissements. Ils disaient tiens, ça c'est épaule en dedans, ils mettaient même un peu les hanches dedans. Voilà. Donc tout ça, ce sont des exercices qui sont codifiés depuis très longtemps, mais qui faut pas dire c'est du dressage, ce sont des assouplissements qui permettent de donner plus de souplesse, de maniabilité au cheval dans la mesure où on le fait correctement, c'est-à-dire qu'on va être bien par rapport à la locomotion, qu'on met pas trop d'énergie, qu'on met pas de la raideur, qu'on ne force pas les exercices. C'est la manière après dont on le fait. Mais la panoplie d'exercices, cercle, courbe et travail de 2 pistes, ça fait partie des assouplissements qu'on fasse du dressage de compétition, du dressage pour dresser, du dressage de toutes les disciplines. C'est de la gymnastique. D'ailleurs, j'ai appelé ça ma gymnastique. Je pense que quitte à élargir à toutes les disciplines, on pourrait élargir aux cavaliers aussi. Je pense que les cavaliers tous les cavaliers pourraient sauter un peu, faire un peu d'extérieur, aller sur une piste de galop. Je pense qu'il y a un certain temps, c'était assez courant dans la carrière d'un cavalier d'avoir monté en course, d'avoir fait les 3 disciplines, etc. Et ça apporte un regard sur chaque discipline qui, à mon avis, est intéressant. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui. En disant que M. de Carpentry semait un peu la pagaille en disant qu'à lever l'encolure, ça creusait le dos du cheval.
La personnalité du général de Carpentry, elle a une place importante dans l'équitation française, une place importante et un peu équivoque, parce que il a participé à l'édification des règlements FEI dressage, et il a dû faire le diplomate avec la partie allemande d'en face, évidemment, parce qu'on ne peut pas négocier un truc comme ça sans ménager la chèvre et le chou. Et il a accepté, à mon sens, un certain nombre de choses auxquelles il ne croyait pas, comme les histoires d'incurvation, dépôlant dedans sans croiser les postérieurs. Vous avez ça tout du long. Dans le travers, le cheval ne croise pas les antérieurs à cause de l'incurvation, etc. Donc, il nous a enduit d'erreurs, comme dit quelqu'un. C'est pas dans l'équitation académique, ça. Ah si. Non, il n'y a que voir les dessins. On y retournera quand vous voulez. Enfin, peu importe. Hein. Et puis, lui, dont la mère était une fille de bauchériste, hein, Mademoiselle Caron, si ma mémoire est bonne, hein, est un bauchériste honteux dans son bouquin. Il traite des flexions en 3 coups de cuillère à peau tout à la fin. Par contre, les enraînements, on en a pendant 30 pages. Donc, il est passionnant, son bouquin. Il faut absolument le connaître. Puis il faut très vite en regarder d'autres. Parce que, pour moi, il y a beaucoup de questions de fond. C'est très, très bien écrit. C'est volumineux. C'est tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais pour moi, au bout d'un moment, c'est pas typiquement ce que je recommanderais pour avoir une idée précise de ce qu'est l'équitation à la française. Alors, je complète. Le bouquin Équitation académique, tome 1, est complété par un tome 2. Personne ne le lit, mais il a été écrit. Et il a été publié sous l'égide de la Fédération française d'équitation, parce qu'il avait fait quoi, le général de Carpentry? Il s'est dit, je fais une analyse thématique, l'incurvation, le machin, il cite de tous les auteurs, c'était pour que les gens aient un peu de culture sur tous les aspects, le rassembler, le machin, etc., le travail à pied, l'engrainement, tout va bien. C'est dedans. C'est un inventaire général où il y a des choses, on y va y faire son marché. Mais il s'est dit, avec ça, on fait rien, c'est pas une méthode. Donc il a fait quoi? Il s'est dit, je fais équitation académique, tome 2. À l'époque, c'est paru, tome 2. Et alors, il a fait quoi? Il a demandé au colonel Margot, qui était l'écuyer en chef, de faire les dessins. Et il a fait quoi? Eh bien, lui, il pensait, il était bauchériste, tout à fait, comme ses successeurs, dont le colonel de Saint-André, qui m'a expliqué tout ça directement. Il a fait quoi? Il a publié sous l'égide de la fédération, c'est écrit, Fédération française d'équitation, des sports équestres à l'époque, ou je sais plus. Il a publié une méthode pour faire le dressage du cheval, donc équitation académique tome 2, qui est quoi? Qui est la méthode de haute école de Rab. Rab, c'était un direct bauchériste. Alors vous me dites, bah oui, mais moi, les dessins que je vous ai montrés avec le ramené outré, c'était dedans, c'est dans Rab. Et pourquoi de Carpentry l'a enlevé? Parce qu'il estimait, avec le colonel Margot, qu'il fallait pas aller dans ces exercices-là. Donc, il les a supprimés. Et tous les dessins qui sont dans l'équitation académique, tome 2, méthode de haute école de Rab, c'est le texte de Rab. Il y a quelques ajouts, pas d'ajouts, il y a des notes et il y a quelques suppressions. Il a supprimé ce qui était, à son sens, contestable et contesté. Et il a enlevé tout ce qui était ramené outré, et tous les dessins où la nuque était un peu basse, c'est Margot qui les a fait, écuyer en chef, en titre, en place, et qui a mis les chevaux dans les belles attitudes. Donc ça, c'est le complément, et c'est la réponse à Philippe Carle. La méthode de Carpentry, elle n'est pas dans la partie 1, qui est une analyse générale des différents points de l'équitation, l'incurvation, le rassemblé, le machin, etc., le changement de pied, et c'est dans le tome 2, où là, il propose, lui, avec une préface remarquable, une méthode de haute école pour l'équipe de France. Alors ça n'a pas duré longtemps, parce qu'en France, on a trouvé que c'était pas terrible et qu'il valait mieux aller voir ailleurs. Voilà une explication que peut-être Philippe ne connaissait pas. C'est du tome 2 que je vous parlais, et je répète, avec vérification à la clé s'il faut, que les flexions sont traitées rapidement vers la fin du bouquin, et que par contre, au début, on a une tartine qui n'en finit pas sur différents enraînements. Alors, il n'y a pas d'enraînement. Dans le tome 2, il n'y a aucun enraînement. Rien. Ah non, c'est la méthode de Rab. Écoutez, on n'a pas eu la même édition. Alors. Ah ben non. Je dis pas la deuxième édition d'équitation académique, le tome 2 d'équitation académique. Tome 2 qui n'a jamais été réédité. Et c'est la méthode de haute école de Rab. Ah oui, ça... méthode de haute école de Rab. Et il n'y a aucun enraînement. Rien. Aucun enraînement. J'y regarderai. C'est du baucher. J'y regarderai.
Quelqu'un d'autre dans la salle? Non? On n'a plus le temps, vraiment? Bon. La prochaine édition. Ouais. Alors, bon, on essaiera de faire une saison 2 alors. Parce que je crois qu'on est tous un petit peu frustrés là. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup tous d'être venus aussi nombreux. C'est vraiment, ça fait vraiment grand plaisir. Et je remercie également donc les 3 intervenants qui ont eu la gentillesse de venir. On mettra les PDF sur le site. Ouais. Lequel site? Du Creux. Alors, les 3 PDF des 3 conférences vont être sur le site du Creux. Et également la vidéo, parce que donc toute cette table ronde a été filmée. Donc, ça sera... Alors, par contre, le replay sera disponible fin janvier, mais donc sera disponible gratuitement sur la chaîne YouTube du Creux. Hein, c'est ça? Ok, voilà. Eh ben... Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne fin de salon, un bon retour. Merci beaucoup.